Ok, mais on va commencer. Ok. Euh, Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Juliette Rousseau et Rokhaya Diallo, avec qui on va parler du féminisme, une nouvelle vague, de nouveaux combats. Je vais juste donner quelques infos pratiques avant qu'on commence directement dans le cœur du sujet. Euh, Tout d'abord, voilà, on va essayer aujourd'hui d'être le plus inclusif possible. Et donc, généralement, quand on prend les questions et les interventions des spectateurs et spectatrices, notre but, c'est vraiment d'essayer euh, d'inclure les personnes qui sont généralement invisibilisées. Et donc, euh, garder ça bien en tête qu'il y a ce principe d'inclusion qui va avoir lieu. Aussi, je tiens à vous rappeler d'essayer de rester le plus respectueux possible dans les interventions et dans vos questions. Euh, Si on voit à un certain moment que certains individus sont assez irrespectueux, on n'hésitera pas à vous virer à un moment de cette conversation. Je ne vais pas tourner autour du pot, on va directement passer à l'introduction de nos deux intervenantes aujourd'hui, avec Juliette Rousseau et Rokhaya Diallo. Rokhaya, si tu veux commencer, peut-être introduire en 2 ou 3 phrases. Oui, moi je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste et réalisatrice, donc je réalise notamment des documentaires et je suis journaliste en France pour la télévision, plutôt pour des chaînes info et pour des médias généralistes et je travaille beaucoup sur les questions relatives à l'égalité, notamment sur les questions de racisme et de sexisme. Voilà. Merci. Euh, Juliette, si tu veux y aller. Juliette Rousseau, je suis autrice, traductrice et journaliste aussi. Et je travaille sur les questions, j'ai longtemps travaillé sur les questions liées à l'écologie. Aujourd'hui, en tant que journaliste, je travaille notamment sur les questions liées aux violences policières. Et généralement, j'écris et je traduis autour des questions qui ont à voir avec les pratiques de lutte. Merci beaucoup. Donc voilà, à travers déjà ces deux introductions, on peut clairement voir que le combat féministe, c'est un combat assez intersectionnel, dans le sens où c'est vraiment interconnecté à différents problèmes sociétaux euh, auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc, même si les temps évoluent et que ces problèmes changent de forme, on peut clairement voir que la lutte féministe est toujours d'actualité, malgré qu'elle prenne, voilà, comme j'ai dit, différentes formes. Aujourd'hui, justement, on dit qu'on est dans une troisième vague de féministes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et selon vous, quelles en sont les caractéristiques? Je vais répondre du coup, je ne sais pas qui doit répondre en premier. Ouais, En fait, j'ai toujours, enfin, je n'attache pas forcément d'importance à qualifier le féminisme en termes de vague. C'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas nécessairement de recul historique qui permette de vraiment d'adopter une perspective forcément très très logique par rapport à ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que beaucoup des combats qu'on mène aujourd'hui sont en lien avec les luttes qui avaient lieu dans les années 70 sur notamment le droit des femmes à disposer de leur corps, la contestation des violences sexistes. Ce sont des revendications qui existaient déjà auparavant et qui finalement avaient disparu en grande partie du débat public pour revenir de manière beaucoup plus ferme. Et même l'accès à la justice contraceptive, par exemple, c'est quelque chose qui semblait totalement acquis. Et en réalité, quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays d'Europe, comme en Pologne, mais aussi ici où certaines personnes des mouvements conservateurs remettent en question ce type de droit. On est sur des luttes qui étaient des luttes qui existaient déjà autrefois. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a une reformulation du discours féministe dans la sphère publique, dans la sphère mainstream, dans les médias, une nouvelle crédibilité, entre guillemets, même si, voilà, quand j'entends dire que les femmes ont à nouveau pris la parole. Enfin, je pense que la parole des femmes a toujours été là. Les femmes ont toujours pris la parole. Le fait est qu'il y a un moment donné où, en fait, on ne les écoutait pas, tout simplement. On ne les écoutait pas, on ne leur portait pas nécessairement de crédit. Et que ce crédit a été à nouveau octroyé du fait d'un certain nombre de mouvements, notamment le mouvement MeToo, mais localement aussi par des événements qui ont c'est-à-dire qu'avant le mouvement MeToo, en France, on avait quand même eu l'affaire DSK qui a quand même secoué les questions féministes en France et a permis à des mouvements féministes de tout simplement de prendre une forme de visibilité médiatique qu'elles n'auraient pas eu autrement. Et puis nous, c'est vrai que finalement, le mouvement MeToo en lui-même
n'a pas forcément déclenché des choses directement sur le sol français. Il a déclenché d'ailleurs pas mal de résistance de la part de femmes françaises, mais finalement, ce qui s'est passé en France, c'est que localement, on a eu les révélations d'Adèle Haenel et puis l'affaire Gabriel Matzneff qui ont permis d'avoir une expression locale de cette question du féminisme, des activités pédocriminelles et aussi des violences sexistes et sexuelles. Mais c'est vraiment, je pense que c'est important aussi de parler de ce qui localement peut aussi mobiliser les femmes et les féministes de manière générale. Merci beaucoup. Ouais. Je pense que aussi sur l'histoire de... on voit effectivement qu'il y a une plus grande légitimité du discours féministe aujourd'hui à l'échelle médiatique, dans la sphère politique. J'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'on voit qu'il reste aussi beaucoup de barrières conséquentes et qu'on a aussi un backlash assez certain en ce moment. Je pense que par ailleurs, sur la question des luttes, luttes féministes ou luttes de femmes, parce qu'on a aussi plein de luttes de femmes qui se sont et ne se disent pas nécessairement féministes et qui n'en sont pas moins des luttes pertinentes et dont on pourrait considérer ou pas qu'elles sont féministes. À la rigueur, on s'en fout, mais en tout cas, voilà, il y a aussi plein de luttes de femmes qui sont importantes. On hérite quelque part d'une histoire qui est largement tronquée, qui est très peu visibilisée. Et on se rend compte effectivement que souvent, on a l'impression un petit peu on réinvente un petit peu l'eau chaude. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ressort des luttes, ou en tout cas que des luttes apparaissent. En vérité, elles ont été là en continu, avec des moments plus poussifs et puis des moments plus de surgissement. Mais en tout cas, il est très clair que la grosse histoire en fait, des luttes des femmes qui nous ont précédées, plutôt elle nous a été subtilisée, on la connaît assez mal. Et finalement, souvent, on se rend compte que des luttes dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, elles ont déjà existé sous des formes parfois tout aussi radicales, tout aussi offensives, etc. Du coup, je pense que moi, je le vois plus comme des moments de surgissement ou en tout cas comme un peu des vagues et puis des reflux. Et je pense que, moi, un des trucs qui me frappe un petit peu là, avec cette, je ne sais pas ce que Rokhaya en pense, mais avec cette rentrée littéraire, on voit qu'effectivement, il y a un côté un peu... le féminisme est devenu bankable. On voit qu'il y a une pléthore de livres. C'est pour ça que je disais un petit peu en rigolant tout à l'heure, je ne vais pas sortir un nouveau livre féministe. Non pas que je pense que ce soit un problème, mais que je pense qu'on a vraiment un enjeu et qui est un petit peu aussi l'enjeu qui est l'héritage du féminisme institutionnel ou mainstream français, qui est, on a un enjeu aujourd'hui à produire et penser des féminismes qui ne soient pas récupérables par d'autres systèmes de domination, qui ne soient pas récupérables non plus par le capitalisme comme il fonctionne en alimentant l'ensemble des systèmes de domination. Et là-dessus, je pense qu'on est vraiment à une période un peu cruciale parce qu'on voit qu'il y a toute une partie du discours féministe qui peut être réappropriée, qui peut passer comme acceptable, mais on sait bien quel est le coût de cette acceptation-là. Cette acceptation-là, elle se fera qu'au prix, quelque part, de laisser de lâcher les armes à plein d'autres endroits. Et du coup, je termine sur effectivement cette question de... On voit bien là comment, dans la session, en tout cas en France, dans la session politique depuis l'élection de Macron, on a d'abord tout un discours où, dans sa campagne, Macron dit que l'enjeu d'égalité de genre va être un des grands chantiers du quinquennat. Il y a la nomination de Marlène Schiappa. On déchante extrêmement vite, en tout cas, on déchante. Moi, je n'ai pas trop déchanté, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je pense qu'il y a quand même eu... ça a quand même été décevant, j'imagine, pour des gens. Et puis, on a quand même une espèce de période de flou où Marlène Schiappa agite beaucoup d'air. On parle de sommes dont on se rend compte qu'en fait, elles n'arriveront pas. Il y a des rencontres politiques qui mènent à des où on se rend compte que là, pareil, c'est beaucoup de grands discours. Et puis, il y a là le remaniement gouvernemental qui vient dire, en fait, clairement, qu'il n'y a jamais eu d'intention de mener un combat féministe à l'échelle institutionnelle. Et clairement que, en fait, à la moindre opportunité, ce combat-là, ou en tout cas ce discours-là et les actes qui devraient le suivre se font balayer d'un revers de la main. Et on voit aujourd'hui comment Marlène Schiappa est passée de la pseudo-représentante des droits des femmes en France à quelqu'un qui tient un discours ouvertement... alors, c'est pas nouveau, mais disons que c'est beaucoup plus assumé maintenant, un discours ouvertement raciste et fémo-nationaliste au sens où elle se sert du féminisme, d'un prétendu féminisme, pour venir appuyer les politiques racistes et le discours raciste du gouvernement. Du coup, voilà, je pense qu'on est dans une phase où il y a tous ces enjeux-là, et du côté du mouvement féministe, eh ben, je pense que cette mainstreamisation, je ne sais pas comment le dire autrement, elle porte ces enjeux, et nous, il faut qu'on arrive à avancer là-dedans, et il faut qu'on arrive aussi à construire des outils qui sont les nôtres. Je m'arrête là.
Moi, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Juliette, je pense que c'est important de se rappeler que le capitalisme est fascinant et impressionnant dans sa faculté à ingérer sa propre critique et à le transformer en produit. C'est valable pour le féminisme, mais c'est valable pour tout en réalité. C'est valable pour l'écologie, c'est valable pour l'antiracisme, c'est-à-dire que on critique des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui historiquement ont été nourris ou créés par le capitalisme et que finalement le capitalisme va leur trouver une forme qui peut générer de l'argent, mais qui peut donner aussi l'impression que finalement ce mouvement-là prend une ampleur extrêmement importante, alors que en réalité, les questions de sexisme sont des questions qui sont structurelles et qui sont liées à l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas corriger le féminisme, enfin, en tout cas, on ne peut pas avoir une politique féministe en opérant que des corrections à la marge. Pour ce qui concerne la manière dont le gouvernement est structuré, moi, ce qui m'a vraiment frappé par rapport à Emmanuel Macron, c'est que à l'époque de François Hollande, en tout cas le premier ministre pour l'égalité femmes-hommes, c'était un ministre qui était porté par Najat Vallaud-Belkacem, et c'était un ministre de plein exercice. Et qu'en fait, au fil du mandat Hollande, c'est devenu un ministre qui avait de moins en moins de visibilité, de moins en moins de budget et de moins en moins d'administration. Et finalement, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, en fait, il a nommé Marlène Schiappa à un secrétariat d'État, qui n'était plus un ministère, et il a nommé une personne qui effectivement avait un passé féministe, avait une image. Et en fait, il y a eu beaucoup plus de communication que d'action politique. C'est-à-dire que Marlène Schiappa avait un discours, avait de la communication, mais elle n'avait absolument pas les moyens de sa politique. Donc il y avait vraiment une espèce de présence médiatique extrêmement forte de ce sujet, avec des déclarations, mais pas du tout de budget, pas d'argent et pas de réelle volonté de faire, comme l'a déclaré Macron, de l'égalité femmes-hommes. Comment il avait dit ça? C'était je ne sais plus comment il avait dit que c'était en tout cas une des priorités de son mandat. Je sais, il y avait une terminologie très précise par rapport à ça qui a complètement disparu. D'ailleurs, aujourd'hui, Marianne Schiappa est devenue ministre, effectivement, mais elle est ministre à la citoyenneté, elle est rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc, la personne qui est aujourd'hui ministre à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, enfin, je crois qu'elle est secrétaire d'État, je ne sais plus, il faut que je vérifie, c'est Elisabeth Moreno. Donc, je pense qu'on ne peut pas attendre en fait d'un gouvernement qui, dans sa constitution, en fait, présente. Enfin, je sais pas. Il avait dit que le premier ministre serait une femme, ça n'a jamais été le cas. Tous les postes, en fait, l'entourage du président est extrêmement masculin en réalité, même dans la manière dont la répartition du pouvoir a été opérée au sein des différents gouvernements Macron. On voit bien que les femmes ne sont pas même pas mises en avant. C'est-à-dire que même le côté cosmétique en fait du féminisme n'est pas mis en œuvre. Donc en ça, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit à l'instant, Juliette. Merci beaucoup, merci. Mais je pense que c'est pourquoi justement la convergence des luttes est si compliquée à atteindre. Pourquoi il est si complexe de connecter ces luttes ensemble, alors que justement, d'une certaine manière, les revendications ou le but à atteindre est similaire ou alors va dans une même direction. Qu'est-ce qui fait la complexité de cette question aujourd'hui? Juliette allait répondre, mais enfin, tranquille. Enfin, c'est comme tu veux. Moi, je veux bien dire que sur la convergence des luttes, je trouve que c'est un terme un peu... Enfin, moi, c'est un terme que j'emploie plus, parce que je trouve que dans le contexte français, la convergence des luttes, ça s'est trop construit comme les espaces les plus dominants de l'espace du mouvement. Enfin, les espaces du mouvement social les plus dominants, les organisations politiques, les grosses organisations politiques, les gros syndicats, etc., qui appellent à la convergence des luttes, toujours sur leur base et sur la base de leur expérience, qui est construite depuis un point de vue qui est celui des dominants, parce que souvent, c'est des organisations qui sont patriarcales, racistes, etc. Du coup, la convergence des luttes, pour moi, en tout cas, tel que ça s'est construit en France, ça n'a jamais été une convergence sur la base de regardons objectivement quels sont nos intérêts communs, en respectant que nous n'avons pas nécessairement tous les mêmes intérêts, que nous ne venons pas des mêmes positions, etc. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été rejoignez-nous sur notre base, et puis sinon, allez crever, quoi. Donc moi, j'aime pas trop la convergence des luttes. Je préfère l'idée de front. Je préfère l'idée de fronts qui sont des fronts contextuels, de se dire à des moments, on a des intérêts communs, mais on n'est pas toujours obligé de lutter ensemble. Il y a des moments où on lutte ensemble, puis il y a d'autres pas. Et donc, quand on lutte ensemble, ça veut dire qu'on a choisi stratégiquement et politiquement que ça avait du sens. Et du coup, ça ne se fait pas non plus que sur une base idéologique, mais ça se fait aussi sur une base contractuelle, ce qui me paraît hyper important pour prendre en charge les questions de domination, justement. Et sur ce que... Enfin, moi, j'ai entendu un peu deux dimensions. Du coup, il y a cette dimension de la convergence des luttes. Alors, j'en fais une critique. Du coup, ma proposition, elle est un peu implicite et c'est vraiment ce que je défends dans Lutter ensemble. C'est l'idée de dire, et qui je pense est une idée particulièrement difficile en France. J'ai même l'impression, du point de vue de mes expériences de présentation et de discussion autour du livre en Belgique, que c'est plus difficile en France qu'en Belgique parce que
la culture universaliste française fait que l'horizon politique, il est nécessairement totalement commun. Il est commun et total. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit, mais peut-être que, puisque les façons de s'émanciper, les besoins en termes d'émancipation ne sont pas les mêmes, bah, nos luttes n'ont pas vocation à être totalement communes. C'est très difficile à entendre pour les militants français qui se disent que bah, s'il n'y a pas d'horizon complètement commun, bah, alors quel est l'horizon? Et alors, s'il n'y a pas d'émancipation, tous et toutes au même endroit de la même façon, mais alors peut-il même y avoir une émancipation? Donc, je pense qu'il y a vraiment ce contexte français qui fait que on a un gros travail à faire pour réussir à entendre qu'une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation de rapport de domination imbriquée qui donne autant de puissance au capitalisme, et y compris que le capitalisme alimente, c'est cette idée qu'il y aurait un seul monde dans lequel on se retrouverait toutes et tous, dans lequel les affects, les références, etc. seraient les mêmes, et que je pense, moi, qu'on a vraiment un travail du côté des gens qui cherchent à changer ce système à faire pour nous défaire de cette idéologie-là. Ça veut dire nous en défaire à la fois à notre échelle à nous et à la fois à l'échelle un peu plus large de nos luttes, et acter qu'on n'a pas tous vocation à rentrer dans la même boîte. Et que c'est qu'à partir du moment où on acte ça qu'on peut réussir à, non pas converger de façon dominante et dans l'assimilation, pour le dire comme ça, mais réussir à monter des fronts communs ou la réévaluation en fait de ce qu'on fait ensemble et est-ce que tout le monde y a sa place et est-ce que ça marche pour tout le monde, elle est possible. Et sur la question plus précise du féminisme, moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que je pense que à partir du moment où il y a des espaces mixtes et où il y a des femmes et des personnes qui ne sont pas des mecs cis, il y a un enjeu à penser les pratiques de lutte sur la base de qu'est-ce qu'on considère comme étant des pratiques, des façons d'être qui sont féminines et qui sont généralement largement dévalorisées dans les espaces de lutte, notamment la capacité à prendre soin, à faire de la facilitation, à prendre en charge l'espace intime de l'espace de lutte. Et ça traverse l'ensemble des espaces mixtes, quel que soit l'objet de la lutte. Et moi, ce que je dirais par rapport à à la notion de convergence des luttes, c'est vrai que c'est une notion que j'aimais bien il y a quelques années, mais que je trouve que j'utilise maintenant avec prudence parce qu'effectivement, il y a finalement, on a l'impression que certains la mobilisent, certaines la mobilisent dans l'idée vraiment d'ingérer en fait d'autres luttes et de les faire disparaître pour créer une espèce de tout, mais qui ne tiendrait pas vraiment compte de tout le monde. Je pense que ce qui est important de dire, c'est quand même que le féminisme est aussi traversé par des logiques de domination et que les femmes n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Qu'il y a des femmes qui sont dominantes par rapport à d'autres et que le féminisme a pu être aussi instrumentalisé contre d'autres femmes. Donc, je pense par exemple aux féministes blanches américaines qui, pour avoir le droit de vote, avaient utilisé le racisme en disant qu'il était anormal que des noirs hommes aient le droit de voter et pas elles. Donc, c'était clairement pas des femmes qui étaient alliées des autres femmes qui, elles, étaient noires. Et je pense encore à ce qui se passe en France depuis 30 ans où des femmes, en fait, utilisent l'argument féministe pour considérer que les femmes musulmanes qui choisissent de porter le foulard ne sont pas dignes, en fait, d'exister dans l'espace public ou de tout simplement être elles-mêmes considérées comme féministes. Je pense aussi récemment, moi, il se trouve que j'ai fait un débat récemment au sujet de Alice Coffin. Donc Alice Coffin qui a écrit Le génie lesbien, qui est une militante féministe lesbienne qui a écrit un livre où elle raconte un peu la manière dont elle pense la lutte et dont elle réfléchit en fait à la manière dont les dominations masculines s'inscrivent jusque dans ses lectures et dans comment dire, sa manière en fait d'aller vers la culture. Et je me souviens d'avoir été face à une femme qui me disait: «Je considère qu'Alice Coffin n'est pas une féministe». Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui, d'une certaine manière, disqualifient les autres femmes en disant: «Mon féminisme, c'est un féminisme», alors qu'elles sont dans un féminisme de domination et qu'elles ont décidé, en fait, de distribuer les bons et les mauvais points par rapport à d'autres femmes parce que ce sont des femmes qui sont minoritaires, parce que musulmanes, parce que noires, parce que lesbiennes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut penser. On ne peut pas considérer comme ça que d'emblée, on va donner un blanc-seing à toutes les femmes et faire front commun avec elles pour la simple raison qu'elles sont des femmes. Je pense aussi à ce qui s'est passé quand le mouvement MeToo a été diffusé dans le monde et qu'en France et dans le journal Le Monde, donc le journal français, donc, une tribune a été signée par 100 femmes, dont Catherine Deneuve, Catherine Millet, etc., pour défendre la liberté d'importuner des hommes. Donc que des femmes, finalement, ont décidé de défendre le patriarcat, en défendant en fait le confort des hommes au détriment en fait des voix des femmes qui se révoltaient, s'insurgeaient contre les violences sexistes et les violences sexuelles. Donc est-ce qu'on va considérer que ces femmes-là sont des alliés envers et contre tout pour la simple raison de leur genre? Donc on comprend que effectivement, moi je sais qu'il y a des féministes qui disent que
publiquement, elles ne vont pas passer de temps à critiquer d'autres femmes parce que les femmes sont déjà victimes de sexisme et que c'est du coup entretenir. Parce que c'est vrai que quand on critique une femme, généralement, on peut se retrouver associé à des gens qui vont critiquer ces mêmes femmes, mais pour des raisons sexistes. En même temps, si une femme est une femme qui mobilise une rhétorique homophobe ou raciste, est-ce que, moi, je vais la préserver? Enfin, je ne sais pas en fait, parce que le pouvoir qu'elle a de nuire à des femmes comme moi est un pouvoir qui transcende d'une certaine manière la question stricte du patriarcat. Donc, en tout cas, voilà, c'est des interrogations que je lance comme ça, mais qui pour moi, dont on ne doit pas, pour moi, faire l'économie. C'est très important de parler de ces courants de domination. Quand des femmes, je sais pas, je pense à la maire de Paris, quand elle veut interdire des mobilisations de féministes noires qui ont décidé de créer dans un festival des espaces non mixtes pour que des femmes noires puissent discuter entre elles, alors qu'on sait que les femmes noires sont complètement invisibilisées de la sphère publique et que la maire, effectivement, la maire de Paris est une femme et qu'elle dit qu'elle va porter plainte pour discrimination contre les blancs. Enfin, on dit, mais cette femme-là, clairement, ce qu'elle défend, c'est la suprématie blanche. C'est pas la possibilité pour des femmes noires de discuter de misogynie noire, donc c'est la misogynie qui frappe spécifiquement les femmes noires, donc d'antisexisme et d'antiracisme. Donc pour moi, ces dynamiques-là, on doit les penser avant d'envisager une quelconque convergence, parce que pour moi, ce qui est important, donc tout à l'heure, Marie, tu as parlé d'intersectionnalité, et je pense que c'est important de le redéfinir, en tout cas d'en parler, c'est le fait de dire que certaines femmes ne sont pas uniquement victimes de sexisme, elles sont victimes d'autres formes d'oppression qui les placent à une intersection qu'on doit considérer, c'est-à-dire que si on est une femme et qu'on est par exemple en situation de handicap, on peut être victime de validisme, de la même manière qu'on peut être victime de sexisme et d'homophobie, victime de sexisme et de racisme, et ça crée des formes d'oppression qui doivent être interrogées en tant que telles, et que si on ne les interroge pas en tant que telles, eh bien on manque quelque chose, et donc on ne peut pas penser convergence sans penser au fait que la discrimination de certaines femmes bénéficie à d'autres femmes. Et que ces femmes-là, si elles ne sont pas en capacité d'interroger leur situation de domination, eh ben, on ne peut pas converger avec elles, en fait. Non, tout à fait. De manière, on a tous des raisons différentes pour lesquelles on est féministe. Je ne pense pas que tout le monde a les mêmes revendications. Cependant, est-ce qu'il est possible que nos revendications personnelles viennent ensemble sans pour autant invisibiliser d'autres individuels ou invisibiliser les luttes, d'autres luttes qui ne sont pas féministes? Bon, déjà, la notion d'inclure, elle est compliquée parce que c'est toujours qui inclut qui. À partir du moment où tu es dans la posture d'inclure, ça dit déjà un rapport de domination, quoi. La question de l'invisibilisation, elle est hyper compliquée, c'est une vraie question. Je trouve que je pense qu'un des trucs, par exemple, qu'on n'a pas dit, enfin en tout cas, une des caractéristiques, en tout cas, du mouvement féministe tel qu'il est aujourd'hui, c'est la question de la diversité. Même j'aime pas trop ce terme-là, pareil pour son utilisation politique, mais en tout cas du fait qu'il y a des féminismes et pas un féminisme, et que ces féminismes-là sont traversés par des rapports de domination, des rapports de force, des rapports d'instrumentalisation. J'ai l'impression que ça, c'est une idée qui est quand même beaucoup plus acceptée dans le milieu militant. Je ne parle pas là des espaces médiatiques ou politiques, mais plus des espaces militants. J'ai l'impression que cette idée-là, pour le coup, aujourd'hui, elle a plus sa place, et c'est clairement grâce au travail militant qui a été porté par tout un tas de féminismes qui étaient considérés comme marginaux et qui étaient clairement marginalisés. Ça a été justement la capacité à tout un tas de tendances féministes de faire irruption, de se faire entendre, etc. Et du coup, notamment de faire exister la catégorie de féminisme blanc, c'est-à-dire de pousser les féministes blanches à se regarder elles-mêmes, enfin certaines d'entre elles, puisque d'autres ne sont pas sauvables ni à sauver. Mais je pense que sur cette question, du coup, de invisibiliser, moi, la façon dont je perçois le travail féministe et la façon dont je me pose ces questions-là à une échelle territoriale. Et j'ai beaucoup plus de mal à me poser à une échelle extraterritoriale qui serait nationale, etc., où je trouve que là, c'est encore un autre niveau. Donc, je veux bien parler de moi, la façon dont je me les pose dans le travail militant. Et par exemple, dans mon collectif féministe, on se pose la question à chaque fois qu'on fait une marche de faire une multitude de prises de parole et de voir qui est-ce qui n'est pas là et qui est-ce qu'on doit aller chercher pour venir prendre la parole. Donc, c'est tout un travail pour, par exemple, à Rennes, là où j'habite, il y a une des prisons de femmes de France, même je crois que c'est la plus grosse. Donc c'est un travail pour, par exemple, demander aux femmes de la prison de venir de témoigner et ensuite de lire leur témoignage. C'est aller chercher, faire en sorte que le cortège de tête, ça soit un cortège de tête de femmes
exilées non blanches qui n'ont pas de papier, etc. En fait, on ne va jamais être exhaustive là-dedans. Il va toujours manquer des personnes. Et je ne le dis pas pour dire du coup, c'est OK. Je dis juste pour dire que c'est un travail, pour moi, qui est vraiment un travail en continu. Et je pense que là où ça fait écho aussi à ce que tu viens de dire, Okaya, c'est que pour moi, il y a un truc qui est vraiment important. Peut-être j'y reviendrai plus tard parce que je sais qu'il y a une question précisément là-dessus, mais c'est qu'en fait, pour moi, la question de faire ensemble politiquement dans la lutte, ça peut jamais être un acquis. Ça doit toujours être quelque chose qui doit être re-questionné, réévalué au regard justement de la possibilité permanente que les rapports de domination reprennent le dessus. Puisqu'ils sont là, ils nous traversent, c'est nos socialisations. Je ne le dis pas du tout d'une façon morale, je le dis voilà, comme une réalité avec laquelle on compose en permanence. Et que du coup, peut-être le meilleur garde-fou, c'est de se dire, si on fait ensemble, comment est-ce qu'on se donne les moyens d'être dans l'évaluation de ce qui se passe et de ce qui se fait, d'être sensible à la critique, de l'accepter, de l'entendre, d'agir dessus. Et ça, c'est vraiment tout un tas de choses qui font que pour moi, il y a un travail au-delà du travail du discours, il y a vraiment un travail de pratique, en fait, de changement de pratique politique qui est en cours, mais qui doit être continué. C'était sur comment inclure sans exclure. Ah oui, donc Juste déjà, en je une, deux voulais dire minutes. quelque chose aussi, parce que tout à l'heure, je voulais dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Ok. Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que des questions nouvelles se posent par rapport notamment à la question de l'intersectionnalité dans le féminisme. En fait, il y a toujours eu de l'intersectionnalité dans le féminisme, c'est-à-dire que les femmes minoritaires sur tous les plans ont toujours été intersectionnelles. Là, on le découvre, mais je veux dire, en France, déjà dans les années, après l'octroi du droit de vote des femmes, il y avait déjà des féministes en Martinique qui militaient pour que les femmes martiniquaises s'inscrivent sur les listes électorales. À La Réunion, il y avait des militantes réunionnaises, féministes, anticolonialistes, qui luttaient à la fois contre la domination coloniale, mais aussi contre la pauvreté qui affectait particulièrement les femmes et leurs enfants. Donc cette question-là, en réalité, dans les années 70, dans le MLF, il y avait des femmes noires, la coordination des femmes noires, qui a été invisibilisée. Donc c'est plus les logiques, en fait, encore une fois, de domination qui ont invisibilisé les combats féministes minoritaires, mais l'intersectionnalité, en fait, elle a existé avant d'être nommée comme telle. Et donc, c'est plus la question de connaître ce passé, de réhabiliter ces mouvements, de parvenir à les nommer et de nommer ces femmes qui, par le passé, en fait, voilà, je pense aux sœurs Nardal, je pense à Watiam, je pense à voilà, de nombreuses femmes qui ont milité en France et dans ces outre-mer pour imposer des voix de femmes non blanches dans les luttes féministes. Donc, c'est aussi important et c'est important aussi de rappeler que, par exemple, pendant que en France, l'avortement était interdit en France hexagonale, eh bien, il y a des femmes à La Réunion qui ont été de force stérilisées et qui ont, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait toujours ce double standard où en fait, cette question-là de la liberté reproductive, elle se posait dans d'autres termes pour des femmes non blanches, puisqu'en fait, leur corps était tellement déconsidéré en fait, on les empêchait d'avoir accès à la maternité parce qu'on considérait que leurs enfants étaient indésirables. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut, je pense, à mon avis, qu'il faut penser. Et je pense que ce qui est le plus important aussi dans la question de la éventuelle convergence, peut-être que c'est un autre terme qu'il faut trouver, pour moi, c'est qu'il faut tenir compte de la situation des femmes les plus désavantagées. C'est vraiment pour moi le point de mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de tenir compte de la situation des femmes qui sont les plus défavorisées, donc tu parlais tout à l'heure, Juliette, des femmes qui sont incarcérées, ou des femmes qui n'ont pas de papier, qui sont dans une situation administrative précaire, si on arrive à défendre leurs droits, ça bénéficie nécessairement à l'ensemble des droits. Et le problème, c'est que pour beaucoup, en fait, évidemment, il y a des points communs qui touchent toutes les femmes. Quand on parle de la liberté à disposer de son corps, quand on parle des violences sexistes, des violences sexuelles, c'est quelque chose qui touche toutes les femmes et qui concerne toutes les femmes. Maintenant, est-ce qu'on va mettre au cœur des revendications féministes les revendications des femmes qui sont femmes de chambre à l'hôtel Ibis Batignolles, qui sont en lutte depuis plus d'1 an? Est-ce que c'est ça qui va être au cœur? Est-ce que c'est à elles qu'on va donner la parole? Est-ce que le débat sur le féminisme, il va se passer entre femmes blanches? Quand je regarde les colonnes du Monde, par exemple, qui sont depuis le mouvement MeToo, où il y a des tribunes opinion toutes les semaines, et qu'en fait le débat se déroule uniquement entre femmes blanches, est-ce que c'est ça le féminisme, ou est-ce qu'on va tenir compte du fait que la loi de 2005 sur la situation du handicap n'a jamais été mise en œuvre? Elle aurait dû être mise en œuvre voilà, il y a quelques années. Donc, il y a des femmes en situation de handicap qui vivent elles sont principalement, ce sont les femmes les plus exposées aux violences sexistes, aux violences sexuelles, mais en réalité, moi je lis pas tellement de choses qui viennent d'elles. Je le lis en fait dans les collectifs engagés, par le biais du relais d'une femme comme Elisa Rojas, qui est avocate,
et qui est aussi militante. Mais si en fait je ne la suis pas elle directement, c'est pas dans le monde que je vais savoir quelles sont ses revendications. Donc qu'est-ce que ça veut dire et comment nous on arrive en tant que féministes à se dire que ce qu'elle dit, ce que dit Elisa Roja, ce que disent ces femmes de chambre, ce que disent les femmes incarcérées, c'est la priorité de tout l'agenda féministe et que si on suit ces priorités-là comme étant centrales, ça va forcément bénéficier à l'ensemble des femmes puisque leurs revendications sont des revendications qui sont universalistes, contrairement à ce que les universalistes autoproclamés disent. Merci. Je vais un peu avancer dans les questions parce qu'on est un peu en retard de quelques petites minutes. Donc maintenant, je vais adresser une question sur les privilèges. La question ici, c'est comment dépasser justement la reconnaissance des privilèges. Ici, dans un exemple, on a un homme cis blanc qui reconnaît ses privilèges, mais qui reste oppressif. C'est un peu en lien justement avec, par exemple, femmes cis blanches qui se disent féministes, mais par exemple qui restent oppressives d'une certaine manière et dominantes. Voilà, donc comment dépasser justement cette reconnaissance des privilèges? Juliette, si tu veux commencer, vu que Rokhaya était la dernière personne qui a eu la parole. C'est marrant parce que dans mon entourage immédiat, militant, de proches, etc., la question des privilèges fait énormément de débats. Parce que on voit depuis quelques années, donc pour le coup, elle est quand même elle vient clairement du contexte états-unien, etc. Et on voit là aussi comment elle peut se prêter à une réinterprétation libérale. Notamment, on voit comment on peut faire des formations qu'on va payer très cher pour apprendre à prendre conscience de ses privilèges et s'en défaire, etc. Et comment aussi, finalement, ça peut très vite devenir une histoire individuelle de sois consciente de tes privilèges, mais bon, derrière, qu'est-ce que t'en fais? C'est pas vraiment la question. Comment ça peut aussi produire des mécanismes de classe avec toute la sémantique qui va avec. Donc, si on sait s'en saisir, ça marche, mais si on ne la maîtrise pas, ça ne marche pas. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, je ne le dis pas d'une façon morale, parce que finalement, je pense que la question morale autour de être conscient de ses privilèges, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est un vrai empêchement. À différentes échelles d'ailleurs, hein, et puis selon différentes interprétations, ça peut être un empêchement dans la mesure où voilà, ça va être une interprétation individualiste et finalement assez libérale, comme je le disais tout de suite. Ça peut aussi être que finalement, dans certains milieux très radicaux, l'interprétation, ça peut être qu'il faut absolument atteindre, avant de pouvoir passer à de l'action collective, atteindre un niveau de déconstruction individuelle et collective suffisamment élevé pour pouvoir commencer à faire des choses. Je pense que c'est aussi un problème. Parce qu'en général, on a vraiment du mal à faire des choses après, parce qu'en fait, on a du mal à se déconstruire. C'est ça aussi la réalité, c'est que la déconstruction, c'est un bel horizon, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que nos socialisations, elles sont performatives, elles jouent des choses dans nos vies. Et en fait, moi, d'ici à la fin de ma vie, je ne vais pas cesser d'être blanche et d'être cis, ou d'être valide, enfin valide peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, les régimes de domination dans lesquels j'ai été construite, quand bien même je les mets au travail, etc., ils continuent d'être performatifs dans ma vie. Et c'est le cas de manière générale. Du coup, pour moi, la question, c'est vraiment la question du privilège, la façon l'interprétation dans laquelle je me retrouve le plus, c'est de dire, en fait, le privilège, c'est pas un enjeu de te dessaisir de quelque chose, à part s'il s'agit de privilège matériel, parce que ça renvoie à des systèmes de domination qui te dépassent. Le privilège, l'enjeu pour moi, c'est de saisir comment est-ce qu'une position privilégiée, elle construit un rapport au monde spécifique. Comment, par exemple, le fait d'être blanche, française, pour pouvoir grandir dans cette identité de blanche et continuer de m'y maintenir, ça implique de me couper de toutes les conséquences affectives qu'impliquerait une reconnaissance de l'histoire coloniale, du système raciste dans mon pays et de ce que ça veut dire pour les gens qui les vivent. Et du coup, cette situation de privilégiée, c'est comme un rapport au monde tronqué. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un enjeu à aller à l'encontre de ce rapport au monde tronqué. Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est un travail de s'informer, c'est un travail de se mettre en lien. Voilà. Après, ça, c'est une dimension. Et l'autre dimension pour moi, c'est la question des liens, qui pour moi est fondamentale. C'est-à-dire, je pense que à qui on rend des comptes et comment on rend des comptes et est-ce qu'on rend des comptes. Et ça veut dire pour moi, dans ma vie au quotidien, ça veut dire que les personnes avec qui je vis, avec qui je milite et je vis, qui vivent du racisme, de la transphobie, de l'homophobie, etc., qui vivent d'autres dominations que moi, que je ne vis pas. Comment est-ce que, avec ces personnes-là, on est dans une co-construction qui fait que moi, à un moment donné, que ça soit dans mes actes de la vie quotidienne ou dans mes actes politiques, je vais devoir rendre des comptes.
Et c'est des relations qui se construisent dans une forme de confiance. Et ça, c'est pareil. C'est pas quelque chose que tu peux décréter, quoi. Voilà. Merci. Je vais juste te couper là pour passer la parole à Rokaya, parce qu'on doit un peu accélérer le rythme. Et donc, Rokaya, si peut-être... Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que de toute façon, il ne faut pas aborder les questions de domination et d'oppression de manière morale comme si c'était une question religieuse de bien ou de mal. On sait que ce sont des constructions politiques et historiques. Donc, il s'agit de questionner des positions dominantes et pas de se sentir coupable de bénéficier de privilèges. Donc, c'est plus d'interroger collectivement quel bénéfice on tire d'une situation d'oppression et d'être capable de le remettre en question. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est féministe que, on ne tire pas de bénéfice du fait que d'autres femmes soient opprimées et ça, enfin, c'est des questions qu'on a beaucoup interrogées dans la consommation, par exemple, notamment de textiles. Mais tout ça, c'est voilà, indirectement, avec ce qui s'est passé au Rana Plaza, au Bangladesh, il y a 5 ans, je crois que c'est en 2015. Et toutes ces questions qui se passent de manière récurrente, on sait que notre confort, il est aussi au détriment de personnes qui sont plus fragiles, en grande majorité de femmes et d'enfants qui sont issus de pays anciennement colonisés ou en tout cas exploités sur le plan économique. Donc, c'est plus penser, voilà, de manière collective, comment notre situation actuelle, bon, on ne peut pas totalement la mettre en conformité avec des idéaux, enfin en tout cas parce que c'est compliqué, parce que voilà, on reste quand même des individus avec nos propres contradictions, etc. Et c'est comme le disait Juliette tout à l'heure, c'est vraiment le travail d'une vie que de s'interroger sur comment notre statut a été alimenté et nourri par des siècles de domination et de théorisation d'un certain nombre de situations qui sont des situations politiques véritablement. Donc la question des privilèges, je trouve qu'elle est importante, mais elle est aussi personnelle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire à des gens qui sont privilégiés, pour les éduquer, pour qu'ils comprennent pourquoi, comment ils sont privilégiés. C'est un travail aussi individuel qui nous permet de nous situer dans la lutte qu'on veut. Je trouve que c'est bien de savoir où on est quand on veut s'inscrire dans une lutte. C'est important, c'est se situer. C'est pour moi la base, mais c'est une base à laquelle on accède de manière personnelle et individuelle. Après, c'est collectivement qui on est. Si on est une féministe française, bah, on est une féministe française. Ça veut dire que notre gouvernement, c'est un gouvernement qui a des intérêts dans, par exemple, des pays africains, donc qui va tirer profit de telle situation politique, de telle situation économique. Donc, même si on n'est pas directement impliqué, même quand on est comme moi d'origine africaine, donc on est à la fois citoyenne d'un pays, mais aussi originaire d'un autre pays qui vit des nuisances post-coloniales, mais on est quand même des Françaises. Donc, en étant Françaises, on participe à un système de manière indirecte, à un système d'oppression qui bénéficie aux pays occidentaux et qui associe notre passeport à tout un tas de privilèges qui sont aussi la conséquence du fait que d'autres sont en situation de domination et d'exploitation et de prédation parfois économique. Merci pour cette réponse. Et je pense aussi que enfin, tous les points que vous avez mentionnés, c'est aussi, je pense, un bon début pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui nous écoutent. Euh, Comme tu dis, regarde, de savoir se situer dans une lutte, de savoir qui on est, c'est un travail individuel euh, qui, j'espère, pourra inspirer d'autres à faire de même. Du coup, maintenant, ce sera plus une question pour Rokaya. Par rapport à tes luttes, on va dire que certaines de tes positions sont assez controversées parfois. Et donc, vis-à-vis des médias, j'aurais une ou deux questions pour toi. Si tu devais faire le portrait robot des présences féminines dans les médias, quelles en seraient les composantes et le bilan depuis que tu as commencé? Et après, comme sous-question, comment tiens-tu face aux critiques et à la violence des réseaux sociaux et des médias? Alors, merci pour cette question. Alors, je trouve que c'est important en tout cas, de mon point de vue, de rappeler que les controverses me sont extérieures. C'est-à-dire que moi, je parle et il y a des gens qui s'énervent. Mais moi, je ne fais que parler et qu'énoncer des choses qui me semblent quand même pas non plus de nature à créer autant de violence et autant d'inquiétude et de panique. C'est la représentation des femmes dans les médias français. Je pense que j'ai envie de renvoyer au livre de Lorraine Bastide, Présente, qui est paru il n'y a pas longtemps, où elle a vraiment tout un chapitre sur la médiatisation des femmes, avec des chiffres, qui est donc très documenté sur le très peu de femmes qui sont expertes et qui interviennent dans les débats. Donc moi, ça fait 11 ans que j'ai commencé à intervenir dans les médias. J'ai commencé en 2009 de manière professionnelle. Et c'est vrai que dans les débats, en tout cas en tant qu'éditorialiste, que je fais, donc qui est vraiment du commentaire de l'actualité, les femmes sont extrêmement minoritaires encore aujourd'hui. Et souvent, il arrive très souvent que je sois la seule femme.
Et il se trouve qu'en plus, je suis une femme noire, donc ça, c'est vraiment encore, ça réduit vraiment, enfin, on est encore moins de personnes non blanches à commenter l'actualité parce qu'en fait, dans le journalisme, on considère qu'il faut vraiment avoir une certaine, un peu je sais pas, d'expérience pour être digne de commenter ce qui se passe. Donc du coup, c'est vrai que c'est, donc des fonctions qui sont quand même beaucoup, beaucoup occupées par des hommes et par des hommes qui sont plutôt âgés. Et donc depuis que j'ai commencé, depuis 10 ans, donc j'ai quand même pris 10 ans, donc je suis plus âgée qu'il y a 10 ans, mais malgré tout, je fais quand même partie des gens qui sont, parmi les plus, jeunes, les seules femmes et quasiment tout le temps la seule personne, minoritaire, sur le plan, racial, autour de la table. Donc il y a une évolution, mais je trouve que c'est pas spectaculaire. C'est pas une évolution, je veux dire, il y a pas de transformation, profonde. Après ça reste des débats dans des médias, donc dans des entreprises privées, donc c'est pas là, je pense que les choses, se passent nécessairement. Pour ce qui est des attaques, ce que je constate, c'est que quand on est une femme noire, en fait, on a une marge pour s'exprimer qui est très réduite. C'est-à-dire que je pense qu'en gros, ce que mes détracteurs attendraient de moi, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude. C'est qu'en gros, je devrais être contente d'être là, que j'ai l'arrogance de ne pas, me satisfaire de ma position, donc d'exprimer de la reconnaissance, mais en plus de continuer à dénoncer une situation, qui est vécue par la majorité des gens qui me ressemblent, c'est perçu comme une forme d'ingratitude et c'est pour ça qu'il y a de la violence. C'est parce que je pense que, bah, il y a des gens qui sont légitimement, présents dans l'espace public et qui sont très fiers d'être là et très arrogants, qu'en fait on m'autorise pas à adopter la même posture. Alors que moi je considère que j'ai toute légitimité pour être là où je suis et que si on me demande mon avis, c'est que mon avis, est intéressant. Et voilà, enfin que j'ai des choses à dire et que bon, on peut ne pas être d'accord, mais que je suis tout à fait, compétente pour faire ce que je fais. Et je pense que de le dire comme ça, en ayant le corps que j'ai, ça ne va pas. C'est-à-dire que si j'étais un homme blanc, heu, on serait beaucoup moins scandalisé par le fond de ce que je dis et par ma posture. Mais je pense que la posture plus le fond qui est très critique en fait du sexisme, du racisme et d'autres systèmes de domination, ça va pas. Donc moi, comment je le gère? Bah, je comprends bien que ce qui est visé, c'est pas ma personne individuelle, mais un personnage et ce que mon personnage, entre guillemets, dit ce que mon corps, en fait, dit. C'est le corps d'une femme noire et une femme noire, dans l'imaginaire collectif, c'est une femme qui est en situation de domination et qui est là soit pour divertir, mais qui n'est pas là pour donner des opinions. Déjà, en tant que femme, c'est très compliqué, mais en tant que femme noire, c'est encore plus intolérable et donc ce qui est visé, c'est pas vraiment moi, c'est comme ça que j'arrive à vraiment prendre du recul et puis après, moi, je vis pas à la télé, je vis pas sur Twitter, donc ma vie quotidienne, c'est pas ça, en réalité. Donc une fois que pour moi, c'est un exercice professionnel. Une fois que j'en sors, je passe à autre chose avec mon entourage, mais bon, je vais un peu rapidement là-dessus. Mais voilà, après je pense que c'est aussi important de prendre soin de ça et j'avais écrit un article pour Slate, auquel je renvoie chacun parce que je trouve que c'est important de rappeler que moi, c'est mon boulot. Je suis salariée, je suis contractualisée, donc moi, quand j'y vais, je fais mon boulot. Après, je vais pas faire des débats juste comme ça parce qu'à un moment donné, une question est importante. Donc c'est important aussi de rappeler ça et que quand on me sollicite pour des débats qui sont en dehors du cadre de mon boulot, je dis souvent non. Parce que j'estime que mon temps libre, voilà, il est précieux et que je prends la parole quand j'en ai l'envie et quand j'estime que ça va dans le sens des idées que je défends. Merci beaucoup pour ta réponse. Et du coup, en parlant un peu d'expérience professionnelle, du coup, ce serait plus une question pour Juliette par rapport à ton livre. Donc, lors des entretiens pour ton livre, est-ce qu'il y a eu une expérience qui t'a le plus marqué pour le collectif ou l'entretien? Et est-ce qu'il y a eu une expérience justement qui t'a tout fait remettre en question, peut-être, vis-à-vis de ça? Je pense que la remise en question générale, elle a eu lieu avant et c'est ça qui a donné le travail sur le livre. Peut-être préciser que le livre, en fait, il a vocation à... C'était une recherche dans laquelle je suis allée rencontrer un ensemble de collectifs qui partageaient de mettre au travail les rapports de domination envers ou contre lesquels ils luttaient dans leurs espaces de lutte. Donc il y avait une lutte contre ces dominations-là à l'échelle systémique et puis une mise au travail de ces dominations comme elles les traversaient. Et du coup, il y a plein d'expériences différentes. Je pense qu'il n'y a pas une expérience où je me suis dit c'est la solution. Y compris parce que c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était pas de proposer une solution. Je pense que ça participe d'une culture, pour le coup, universaliste blanche, de dire il y aurait une solution. Donc, il y a un ensemble d'expériences depuis des gens qui... en fait, je trouve des choses très différentes. Depuis des gens qui luttent à partir de leurs conditions et sur leurs conditions. Je pense par exemple sur la question de colonialisme en Palestine et qui détermine à quel moment ça peut être intéressant de se rencontrer avec les personnes qui luttent dans le même sens mais de l'autre côté de la frontière coloniale, jusqu'à des personnes qui
se retrouvent avec, par exemple, entre queer nommément, qui se retrouvent entre personnes qui partagent des conditions similaires, mais qui décident de lutter sur toute autre chose, comme les frontières. Du coup, je trouve qu'il y a une variété d'expériences, et il n'y en a pas une seule dont je pourrais dire c'était la bonne expérience. Maintenant, je pense que si je devais en restituer une, parce que peut-être, une que j'ai trouvée vraiment parlante, c'était une expérience aux États-Unis. C'est une camarade qui s'appelle Cindy Weisner, qui est coordinatrice d'un groupe qui s'appelle Global Grassroots Justice Alliance, qui est un groupe de lutte de base aux États-Unis qui sont à l'intersection de la classe, du genre et de la race. C'est intéressant parce que c'est un réseau qui a une dizaine d'années. Du coup, il et elle ont une expérience en fait sur le long terme de mettre au travail ces questions-là et vraiment d'être traversés par à peu près l'ensemble des rapports de domination existants, avec une envie de vraiment tous les affronter. Il n'y a pas de... voilà. Et du coup, elle raconte elle raconte les débuts du réseau. Et elle raconte une fin de Forum social mondial où en fait, il y a une embrouille sur scène entre les gens de leur propre réseau. Et là, ça part en vraiment tout le monde se met un peu sur la tronche, quoi. Et où se passe de la négrophobie, du racisme envers les personnes autochtones qui sont là, du sexisme envers les femmes qui essaient les femmes et les personnes qui ne sont pas des mecs cis qui essaient de faciliter dans cet rôle, etc. Et elle parle de cette expérience-là avec 10 ans de recul en disant, mais en fait, un des trucs qu'on a compris à ce moment-là, c'est qu'il ne fallait surtout pas, dans ces moments, nier la violence qui était en train d'arriver. Il ne fallait surtout pas essayer de mettre un pansement dessus. Au contraire, il y avait vraiment un enjeu, elle disait, à mettre la blessure à l'air et la laisser sécher, parce que vraiment, ces choses-là, de toute façon, elles nous traversent, et le travail à faire dessus, il est long. Et si on veut pouvoir construire dans la confiance, il faut à un moment donné qu'on puisse traverser ces moments de conflictualité. Du coup, moi, je pense que dans les expériences que j'ai trouvées vraiment intéressantes, c'est ça, c'est de se dire, c'est aussi ça que je pense, j'essaie de porter depuis quand je vais présenter le livre, c'est, je pense en grande partie les expériences qui sont restituées dans le livre, elles ne sont pas possibles dans les espaces militants français aujourd'hui parce qu'on en est encore à plein d'endroits à devoir dire, oui, les rapports de domination existent, oui, donc on ne peut pas construire la complicité politique face à des gens qui nient votre condition. Dans les espaces où ça commence à exister, là, c'est comment est-ce qu'on fait pour pas rentrer, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pas rentrer dans des considérations, dans des postures morales, mais dire, OK, on se met au travail, en fait. On se met au travail et on explore. Et on admet que comme c'est une exploration, on va se planter, on va merder, on va se faire du mal, on va s'excuser, on va réparer. Des fois, ça ne sera pas possible, des fois, ça sera possible. Mais c'est vraiment un travail, c'est un boulot où il faut se relever les manches et un peu mettre les mains dans le cambouis, quoi. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour ce commentaire. Et merci de partager ton expérience. Oui, voilà. C'est super inspirant, comme Chloé dit. Et donc, j'aurais, par rapport à ça, par rapport à votre expérience, une question, du coup, vis-à-vis du futur. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir? Et selon vous, quelles sont les pistes d'action qui sont pertinentes pour justement cette vague féministe, ce combat Alors, je vais commencer par répondre. Oui, je suis optimiste, très honnêtement. Si je ne l'étais pas, je pense que je ne ferais pas ce que je fais. Parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir la foi pour. Enfin, je veux dire, si on n'y croit pas, je pense qu'on fait autre chose, quoi. On s'accommode du monde tel qu'il est et puis on en tire profit au maximum. Mais là, je pense que je pense que c'est l'optimisme, en tout cas l'espoir dans une possibilité d'amélioration, qui me donne envie de me mobiliser voilà, d'exprimer en tout cas ce que je crois important à travers différentes créations et sous différentes formes. Après, les solutions, enfin, je suis optimiste aussi parce que je trouve que le discours quand même a changé durant la dernière décennie. Moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis dans la sphère publique et je constate quand même qu'il y a l'émergence de débats qui n'en étaient pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions sur lesquelles je travaillais il y a 10 ans, sur les violences policières, par exemple. Moi, je faisais partie du collectif Stop le contrôle aux faciès, qui c'était en 2011, je pense. Bon, c'était pas du tout un sujet. Il se trouve qu'il a fallu que des personnes blanches soient affectées massivement, je pense aux gilets jaunes, pour que ça devienne un sujet. Il faut quand même te dire la vérité. Tant que c'est dans les quartiers populaires, ces pratiques de, 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 de contenir les manifestations de manière assez brutale. C'était des pratiques qui avaient été expérimentées dans les quartiers populaires
français, donc dans les banlieues, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, et avant de surgir dans les centres-villes, et que c'est ça qui a interpellé l'opinion publique. Malgré tout, c'est devenu un sujet, et puis c'est devenu un sujet avec la question raciale, suite à la mort de George Floyd et tout le travail qui a été accompli, notamment par le comité Adama, mais aussi par d'autres collectifs. Je pense à Stay Malpensi, avec Urgence contre police assassine, ou le collectif qui a été porté par Ramata Dieng, la sœur de Lamine Dieng. Donc c'était quand même plusieurs années de lutte, notamment portées vraiment par des femmes, qui ont fini par se concrétiser et se traduire dans un débat national. Donc je ne sais pas si j'ai des préconisations pour la suite. Je suis pas vraiment, c'est pas vraiment mon truc de donner des préconisations et des conseils. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut, voilà, il faut juste rien lâcher, continuer à lutter et garder vraiment l'espoir que les questions qui nous paraissent complètement déconsidérées aujourd'hui puissent de manière très, très rapide, en fait, sans qu'on s'y attende, être placé sur le devant de la scène. Donc ça, je pense que c'est aussi source d'espoir et d'optimisme. Moi, je sais pas si je suis optimiste ou pessimiste. Je pense que ça dépend des jours, et puis des fois, ça varie même beaucoup dans la même journée. Je pense que en vérité, c'est une question que je me pose plus tellement. Par contre, j'ai l'impression que un truc qui est resté intact chez moi et qui est là depuis toujours, et qui, je pense, est vraiment, enfin, qui m'a menée à être militante, à faire ce que je fais, etc. C'est vraiment un sentiment profond, enfin, un désir de justice, en fait, dans ce monde profond, quoi. Et le fait que ce désir de justice là, il est vraiment, il me paraît inaltérable. C'est-à-dire même dans les moments où je peux être déprimée, avoir l'impression que ce qu'on fait ne marche pas, ou que il y a ce truc là qui reste. Et je pense que avec les années de militantisme, et avec aussi je pense toutes les relations affectives qui se créent au fil des années, ce truc-là, il va grandissant. J'ai l'impression, moi, d'être dans un parcours de toujours plus grande perméabilité au monde. C'est-à-dire, en fait, je suis toujours plus touchée par les injustices. A fortiori, en plus, je pense que dans ma vie arrive, ou qu'il y a dans ma vie des gens qui sont plus directement touchés par certaines injustices que moi. Enfin, en fait, je suis perméable à tout ça parce que c'est à la fois un truc d'amour immédiat, c'est-à-dire il n'y a pas le choix, en fait, à la rigueur, on s'en fout d'être optimiste ou négatif, il n'y a pas le choix, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pour que puissent vivre dans le monde tous les gens que j'aime, eh ben, il faut que le monde change, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et du coup, non mais c'est ça, en fait, c'est ça, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, c'est super inspirant en tout cas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Maintenant, on va passer à un échange de questions avec la salle, enfin avec les spectateurs, spectatrices. Du coup, juste pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez poser des questions sur le webinaire vis-à-vis de la section questions Q&R, donc la partie questions-réponses. Et ceux qui nous regardent de Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions dans un commentaire, et elles seront aussi renvoyées vers nous. Donc, comme ça, tout le monde est au courant que toutes les questions vont être reçues. Je vais directement passer à la première question. Donc ici, j'ai une question du coup de Chloé. Chloé qui demande, qu'est-ce que vous pensez de la cancel culture? Est-ce que c'est instrumentalisé pour silencier, et dans quel sens? Je vais commencer par répondre à ça. Moi, les gens quand même que j'entends s'insurger contre la cancel culture sont des gens qui sont très présents dans l'espace public. Et j'ai l'impression que c'est un terme qui est très mobilisé pour se plaindre du fait que des voix minoritaires aient soudain accès à l'espace mainstream. C'est-à-dire que parmi les gens qui sont accusés de nourrir une cancel culture, donc les minorités raciales, les femmes, les féministes, les LGBTQIA, il y en a quand même pas beaucoup qui aient le pouvoir d'annuler qui que ce soit. Je veux dire, en réalité, je n'ai pas vu vraiment de personnes tout perdre, voir leur carrière brisée du fait de leur sexisme ou de leur racisme. Donc, moi, je trouve qu'il y a un problème dans cette terminologie, parce que encore une fois, c'est juste la complainte de personnes qui considèrent que le fait d'être placé devant la responsabilité de leurs propos, bah oui, effectivement, Gabriel Matzneff, qui a été un pédocriminel actif pendant des décennies, qui en a fait des romans, bah, tout d'un coup, en 2020, c'est plus acceptable. Et oui, il a perdu
la subvention qu'il recevait, il a perdu le respect qu'il avait de certaines sphères politiques et médiatiques, mais on ne va pas le plaindre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, ça va quoi. Donc voilà, mais c'est un cas totalement isolé. Je veux dire, Roman Polanski, malgré les manifestations, malgré les protestations, malgré le fait qu'il est accusé par 12 femmes de viol, il a reçu X César. Donc c'est pas lui qui a été annulé en réalité. Adèle Haenel, Céline Sciamma, qui sont à l'origine, enfin Céline Sciamma qui est la réalisatrice du Portrait d'une jeune fille en feu et Adèle Haenel qui joue dedans, elles n'ont reçu aucun César. Donc moi je m'interroge sur qui annule qui et qui a la capacité aujourd'hui d'exclure qui que ce soit. Moi je pense que j'ai plus de risques en tant que personne, en tant que femme noire, féministe, antiraciste, de voir ma carrière entravée par mes propos que d'autres personnes qui sont en face. Moi, en réalité, je ne sais pas combien de fois dans ma carrière, j'ai perdu des boulots et des opportunités professionnelles du fait de mes propos. Donc, je pense que j'ai plus de risques d'être annulée, entre guillemets, que les personnes qui sont en situation de domination et qui se plaignent tout simplement de ne plus être, d'avoir l'exclusivité de l'accès à l'espace public, c'est tout. Merci beaucoup. Si Juliette, tu veux aussi répondre à la question. Et juste avant que tu répondes, je tiens à spécifier qu'il n'y a pas de bêtes questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Du moment que vous restiez le plus respectueux possible, c'est le plus important. Là, moi, j'ai rien à rajouter. Je suis d'accord avec tout ce que Rokhaya vient de dire. D'accord, merci. Je vais juste du coup passer à la prochaine question. C'est une question assez longue. Donc, se réapproprier le langage est important pour mieux lutter parce que beaucoup de mots qu'on utilise couramment sont oppressifs et la grammaire aussi, le masculin encore. Mais en réinventant des concepts plus inclusifs, comme exemple la fraternité devient sororité, aldafité, on crée aussi un jargon qui est parfois difficilement accessible à certaines personnes pourtant directement concernées par les luttes. Comment faire pour déconstruire, reconstruire le langage sans intellectualiser la lutte au point de la rendre exclusive et déposséder les personnes concernées de leur lutte? Ouais, moi je veux bien répondre là-dessus. Et oui, je suis d'accord sur les deux dimensions. Enfin, j'ai écrit un chapitre dans mon livre là-dessus sur la question de la sémantique. À quel point on a une sémantique partagée qui reflète les rapports de domination dans lesquels nous vivons, qui structurent notre société. Et c'est sûr aussi qu'il y a un effet dans les milieux militants d'une sémantique validée, valorisée, etc., qui fonctionne de façon excluante pour toutes les personnes qui n'y ont pas accès, parce qu'au demeurant, c'est une sémantique qui change quand même très régulièrement, qui est beaucoup liée aux réseaux sociaux, et qui du coup peut être difficile à suivre, on va dire. Je pense que... Ouais. Moi, j'ai l'impression par rapport à ça que dans tous les cas, on a eu la situation, enfin, on a eu le cas très récemment dans mon collectif féministe. À un moment donné, il y a un terme qui est apparu sur les réseaux sociaux et que la partie la plus jeune et la plus connectée du collectif s'est mis à employer, y compris dans les publications du collectif. Or, en fait, ce terme, il n'avait jamais été discuté collectivement et du coup, il n'était pas du tout approprié par l'ensemble des personnes qui étaient là. Et pour moi, c'est ça l'enjeu de la sémantique, c'est il faut qu'on change la sémantique, y compris en plus. Je vous le dis, en tant que personne qui traduit des textes depuis l'anglais vers le français, le français est vraiment une langue extrêmement pauvre, enfin, par rapport à l'anglais. On peut exprimer beaucoup moins de subtilité. C'est une langue beaucoup plus rigide, parce qu'on a quand même un truc qui s'appelle l'Académie française, qui s'assure de la rigidité et de l'imperméabilité de la langue, et qui fait qu'en fait, y compris quand on veut développer des nouvelles idées, quand on veut ouvrir des possibles, on est très souvent limité par la langue. Du coup, il y a un enjeu à la transformer. Mais il faut que cette transformation, elle soit collective. Il faut qu'on s'en saisisse dans les espaces où on la transforme, comme un outil d'émancipation collective, en s'assurant que c'est acté, que c'est incarné par tout le monde, et pas comme quelque chose qui serait dicté par la bonne façon de penser, la bonne façon de parler de façon non oppressive, etc. Et je pense que du coup, là, c'est pareil, c'est un chemin qu'il faut réussir à trouver entre les deux. Merci beaucoup. Je vais donc passer à la prochaine question, qui est une question de Ségolène. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui se sent très en colère ou accablé par notre société et qui a envie d'agir mais ne sait pas par où commencer? Alors, Si Rokhaya, tu peux aller. partiellement, juste partiellement, en tout cas pour commencer, c'est que la colère est légitime.
c'est qu'il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans la manière dont on apprécie les interventions des personnes qui sont engagées, notamment les miennes, où on me félicite toujours pour mon calme, etc., etc. Je trouve que c'est ma personnalité. En fait, je suis quelqu'un d'assez pondéré et je suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement. Donc, c'est un trait de personnalité qui est devenu un atout pour le travail que je fais. Mais je pense que ressentir de la colère dans un contexte qui est aussi violent, c'est tout à fait légitime et je trouve que c'est problématique en fait de disqualifier des personnes qui ont envie d'exprimer une forme de colère, en tout cas qui la ressentent parce que c'est normal de ressentir ça et voilà, c'est tout à fait normal. Après les conseils, je sais pas du tout, comment il y a tellement d'options, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité, de rejoindre un collectif déjà existant, de créer un compte, Instagram, d'organiser une mobilisation. Enfin, il y a tellement de possibilités que je ne saurais pas vraiment l'orienter. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de savoir comment, cette personne, s'est retrouvée ici, parce que voilà, être sur comment dire, un débat organisé par Écologie, c'est déjà une preuve de sensibilité, d'engagement, en tout cas de connaissance de certaines structures politiques. Donc peut-être que ce chemin-là lui a donné l'occasion de rencontrer d'autres personnes engagées, mais pour moi, les formes d'engagement peuvent être complètement multiples, quoi. Si c'est une personne qui écrit, eh bien peut-être qu'elle peut mettre son talent d'écriture au profit de cette cause. Si elle crée autre chose, peut-être que ses créations, sa créativité peut prendre forme et donner de l'écho à ses préoccupations. Il y a 1000 manières. On peut aller aussi, enfin, on a pas parlé enfin, de la manière dont la justice enfin, climatique, la question de l'écologie enfin, peut être aussi décoloniale, mais c'est aussi peut-être réfléchir à comment mettre à profit son travail en se déplaçant peut-être dans les Outre-mer. On parle beaucoup de la France, désolée, parce qu'on est toutes les deux françaises, mais dans les Outre-mer français, où cette question-là de l'inégalité face aux questions environnementales est vraiment patente. Enfin, il y a plein de choses, mais peut-être que Juliette, qui est davantage impliquée dans des collectifs, aura des choses plus concrètes à recommander. Non, je trouve que c'est une question difficile aussi. Non, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Après, je pense qu'il y a un truc que j'explore de plus en plus dans ma vie aussi à mesure que je vieillis. Je pense que depuis que le fait d'être mère aussi, ça a changé des choses dans ma vie par rapport à mon entourage immédiat, ma prise avec mon entourage immédiat, qui n'est pas seulement mes amis, mes proches, ma famille choisie, mais qui est aussi le territoire dans lequel j'habite, etc. C'est que moi, je pense qu'il y a le travail politique, c'est pas que le travail politique labellisé comme travail politique, c'est pas que être dans une organisation politique, etc. En fait, la solidarité, elle est nécessaire partout où on est. Il suffit de regarder autour de soi. Il y a toujours des façons, et moi, je trouve que c'est un des enjeux de transformation aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à nouer des relations avec les gens avec qui on partage la vie, avec qui on partage l'habitat, le quartier, etc. Comment est-ce qu'on arrive à nouer des relations qui échappent aux institutions gouvernementales, qui échappent aux institutions du capitalisme, qui viennent les contrôler, qui viennent leur donner une forme, une structure, etc. Et c'est dans ces interstices-là que la solidarité, elle se construit. Et en fait, il n'y a pas besoin justement d'avoir la sémantique militante, d'avoir lu 50 bouquins, etc. En fait, ça part de réalités qui sont des réalités vécues. Et ça, on est tous et toutes traversés par ces enjeux-là. Et des fois, il faut juste commencer par là, en fait. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui sont ajoutées, donc je vais directement passer à la question d'Esther qui est en lien avec une autre question. Donc, Esther demande comment gérer les alliés masculins qui ne se sentent pas inclus dans nos luttes féministes. Et puis, il y a une deuxième partie qui est, vous avez parlé de déconstruction, est-ce que c'est un travail qui peut aussi se faire en collectif? Donc, comment déconstruire l'identité blanche quand on est blanche sans rajouter une charge aux personnes racisées qu'on côtoie? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais en répondre, je pense, à la première et à la dernière. La première sur comment faire en sorte que les alliés masculins se sentent à l'aise. Je pense que c'est pas notre rôle, en fait. On subit déjà le patriarcat. On ne va pas en plus garantir aux hommes le fait qu'ils sont super impliqués dans nos luttes. Enfin, je veux dire, s'ils ne se sentent pas bien, c'est leur problème. Enfin, sérieusement, moi, je suis désolée, mais je n'ai pas le temps, en fait, et l'énergie et l'espace mental pour, en plus, c'est un rôle tellement féminin, en fait, considéré comme féminin et socialement attribué aux femmes, que de faire en sorte de garantir le confort de tout le monde, sauf sauf le nôtre, en fait. Je pense que ces hommes-là, c'est bizarre, en fait, qu'ils se préoccupent davantage. S'il y a des gens, en tout cas des hommes, qui se demandent pourquoi et s'ils ne se sentent pas bien, c'est bizarre qu'ils soient plus préoccupés par le fait qu'ils ne se sentent pas bien que par le fait que nous, on soit menacés de mort par le patriarcat, en fait. Je trouve qu'en termes de priorité, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, s'ils ne se sentent pas bien, il faut qu'ils interrogent sur pourquoi ils ne se sentent pas bien. Peut-être qu'il y a des questions et des débats dans lesquels leur présence n'est pas forcément indispensable, et d'autres dans lesquels leur présence est indispensable. Mais pour moi, leur place, ce n'est pas à nous de la déterminer.
C'est-à-dire qu'on détermine l'endroit où on a envie d'être entre nous. Et puis après, les hommes, moi je pense qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas de problème avec le fait que, oui, ils ne sont pas au centre de l'attention quand on parle des questions féministes et féminines. Mais cette question-là, après je dis là les hommes parce que c'est une question sur les hommes, mais ça vaut pour tous les autres groupes qui sont majoritaires et qui sont en situation de domination. Et pour la question des personnes blanches qui veulent se documenter sans amplifier la charge des personnes qui sont déjà victimes de racisme, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de contenus qui existent. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être en 2020, il y a énormément de livres, énormément de contenus sur Internet, de comptes Instagram, de podcasts qui permettent de se documenter sur la question raciale. Et je ne veux pas faire de la pub pour le mien, mais quand même, on vient de publier le 51e, celui que je fais avec Grassley. Donc, il y a vraiment énormément de contenu, énormément de sujets, et on peut se documenter sans se demander à son pote arabe, à sa pote asiatique ou à son pote noir qu'est-ce qu'il pense de X ou Y. Donc, je crois que on aurait été en 1985, j'aurais pas dit. Mais là, en 2020, je pense qu'on a quand même la possibilité de s'informer sans que ça pèse en fait sur les gens qui sont déjà en train de lutter au quotidien sur l'impact qu'a le racisme sur leur corps. Merci beaucoup, Rokhaya. C'était très inspirant. Merci. Peut-être que Juliette, tu veux compléter. Il y a toujours cette partie qui est de déconstruction. Est-ce que c'est un travail qui peut aussi se faire en collectif? Non, du coup, sur la place des hommes alliés, bon. Déjà, les hommes alliés, je ne sais pas en fait à partir de quoi, qu'est-ce que ça veut dire un homme allié, je ne sais pas trop, mais par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec Rokhaya. Faut vraiment savoir qu'on n'est pas toujours obligé d'être au centre, quoi. Et si on ressent le besoin d'être là tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Mais que par ailleurs, il y a quand même des trucs. Ces hommes-là, j'ai envie de leur dire, occupez-vous des enfants. Pendant les réunions, faites des garderies, occupez-vous des enfants. Les femmes qui sont en grève, allez faire leurs courses. Il y a des façons de soutenir le combat féministe qui sont par ailleurs des façons qui peut-être vont permettre à ces hommes, dans l'expérience, dans l'agir, de comprendre un certain nombre d'enjeux féministes. Du coup, moi, j'ai des copains qui sont des hommes cis qui font ça, qui s'occupent des enfants pendant les manifs. Et ils font que ça maintenant. Ils ont d'autres activités politiques, mais je veux dire, quand il y a des manifs féministes, ils s'occupent des enfants. Et c'est très bien. Et ils le font tout seuls comme des grands. Ils n'ont pas besoin de nous pour organiser la garderie, juste ils font tout. Et c'est super. Donc voilà, il y a des pistes comme ça à creuser. Sur la question de la déconstruction, c'était quoi déjà la question ? Donc, est-ce que la déconstruction, c'est un travail qui peut aussi se faire en collectif? Donc, du coup, de comment se déconstruire l'identité blanche sans rajouter une charge aux personnes racisées? C'est une question, en fait, c'est vraiment une question en continu et en processus. La déconstruction, de toute façon, si ça existe, c'est un processus et c'est forcément un processus collectif parce que un collectif, en admettant que le collectif commence à partir de 2 personnes, c'est quand même dans l'interaction en général que tu commences à comprendre les choses. Après, clairement, je plus sois Rokhaya, il y a quand même plein de trucs à lire, il y a plein de ressources aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont fait ce travail, dont Rokhaya, de faire ce travail, de donner des outils d'éducation qui sont largement accessibles. Et après, moi, je dirais, sur la question de la déconstruction, en tant que personne blanche qui n'est pas déconstruite, je tiens à le redire, mais qui fait un travail, on va dire, ou qui voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, il y a aussi un truc de dire, à un moment donné, ça n'est pas un processus confortable et ça n'est pas grave. Comment est-ce qu'on fait pour dire ça, en fait ? Oui, ça va le jour où, en tant que dominant, tout d'un coup, tu es mise face à la réalité de ta socialisation dominante, en général, tu as très honte. Tu as un truc d'ego très fort qui se joue, qui fait que souvent, ton premier réflexe, ça va être de te justifier ou alors vouloir t'expliquer, bref, bouffer le temps et l'espace des gens qui t'ont fait sentir ça. Et du coup, je pense que dans ces moments-là, moi, j'ai l'impression, par exemple, d'avoir vu des potes blancs et blanches passer par là, à un endroit où moi, j'étais déjà passée. Et du coup, dans ce moment-là, d'essayer de les rattraper, de dire, attends, on va aller en parler tous les deux. Et puis juste, on va démoraliser. Encore une fois, on va sortir de la dimension morale. Oui, t'as honte, bah oui, c'est normal, ça fait ça. Et en fait, c'est pas grave, on va passer à autre chose. On l'a acté, et puis on va agir dessus. Et moi, j'ai presque l'impression que c'est un passage obligé. Et j'ai l'impression que sur la question des hommes alliés qui sont pas contents d'être dans l'espace ou qui se sentent un peu heurtés, c'est la même chose. C'est-à-dire, oui, ça fait mal à l'ego, c'est sûr, c'est un peu moins classe d'être du côté des dominants. Et puis surtout, on n'a pas été construit pour penser qu'on avait une quelconque responsabilité là-dedans. Donc le jour où on s'en rend compte, ça fait un peu mal. Mais c'est très bien, c'est la première étape. Après, il va y en avoir plein d'autres. Et en fait, une fois que tu auras passé cette étape-là, tu vas pouvoir continuer ton chemin. Donc, super, quoi. Merci, non, tout à fait. Juste pour commenter sur ça, je pense que, Juliette, ce que tu dis, c'est tout à fait valide, et dans le sens où aussi, je pense qu'il y a un besoin qu'on arrête de se donner
le complexe du super-héros, dans le sens où quand on entame ce travail de déconstruction, faut essayer d'arrêter d'être fier à ce sujet-là ou d'en parler comme si on faisait un travail exceptionnel et incroyable. Parce que justement, je pense que c'est vraiment un devoir en tant qu'être humain d'entamer ce travail sur soi-même, ce travail de réflexion. Et il faut vraiment arrêter avec ce complexe de super-héros de se dire, voilà, je suis mieux que toi, je suis plus woke parce que je suis sur ce chemin-là. Non, c'est un chemin personnel, individuel, qui ne requiert pas de s'applaudir et de se taper sur l'épaule. Je vais aller à la prochaine question, qui est une question de Diane, qui demande, est-ce que vous avez déjà souffert du syndrome de l'imposteur? Si oui, comment avez-vous réussi à valider vos actions et votre parole sans vous sentir mal à l'aise? Et sinon, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors moi, je peux en parler de quand on m'a proposé d'écrire mon premier livre, donc c'était en 2008, je pense, sur le racisme. En fait, c'était dans une collection de philosophie qui avait été créée chez Larousse, et c'est le philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes qui m'avait, en fait, on avait fait un débat télévisé ensemble et il m'avait proposé d'écrire sur le racisme. Et mon premier réflexe, c'est de me dire, mais moi, je pense racisme et philosophie, je pense Angela Davis, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir raconter de plus que tout ce qui a été dit, parce qu'après j'ai pensé à Malcolm X, à Jean-Paul Sartre, à Frantz Fanon, enfin je me suis dit: «Mais ça n'a aucun sens, quoi». J'ai trouvé, que c'était absurde de me demander à moi, une petite Française, des années 2000, d'écrire sur le racisme, dans une collection de philo, alors même qu'il me semblait tout avait été dit. Et ce qui m'a vraiment, fait réfléchir, c'est de me dire: «Bah oui, je suis une Française des années 2000 et je ne suis que mon vécu n'est pas celui d'Angela Davis, ni de Frantz Fanon, ni de Jean-Paul Sartre». Donc j'ai quelque chose à dire sur le racisme, qui est coloré par mon expérience et qui, nécessairement pourra faire dire autre chose à ces textes. C'est-à-dire que je peux m'appuyer sur leurs écrits et développer à partir de leurs écrits une analyse de la situation, actuelle. Et puis ce qui m'a finalement sorti de ça, c'est de me dire: «Je ne peux pas avoir un philosophe en fait qui me demande quelque chose et qui me fait confiance et moi avoir moins confiance en moi que lui, alors qu'il me connaît moins». Et du coup, c'est un peu c'est un peu la logique que j'adopte maintenant par rapport à des sollicitations qui me paraissent complètement, fantasques, en tout cas qui me paraissent peut-être, au-delà de ce que je pense savoir faire. Je me dis: «Non, si quelqu'un voit chez moi cette compétence-là, il y a pas de raison que je la vois pas». Et c'est en adoptant cette logique-là que j'ai fait de la BD, que j'ai écrit un spectacle musical, enfin que j'ai fait des choses que je me serais jamais imaginé faire, mais qui finalement, bah, je suis contente de les avoir fait parce qu'en fait, si, je m'étais limitée à ce que je croyais être dans mes capacités, j'aurais jamais eu, conscience de mon véritable potentiel. Donc voilà, se dire là que voir la confiance des autres et leur faire confiance, c'est pour moi quelque chose qui permet un petit peu de dépasser ça. Merci beaucoup. Est-ce que Juliette, tu voudrais aussi compléter, Oui, non, c'est commenter? bien, mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette histoire et c'est super, Okaya, c'est un bon conseil, je crois. Moi, c'est clair, j'ai ça, et des fois, je vois comment ça produit des pensées, mais complètement pétées chez moi, à limite proche de la parano, quoi. C'est-à-dire, c'est clairement, ça s'est manifesté très fortement quand j'ai écrit mon livre aussi, parce que au début, j'avais juste un projet de livre, et l'éditrice, enfin la personne qui dirige la collection qui m'a publié, qui est pour moi qui était pour moi, en tout cas à ce moment-là, et qui l'est toujours, mais la meilleure collection féministe en France, qui publie Bell Hooks, qui publie des féministes qui, moi, m'ont vraiment retourné le cerveau. Cette personne-là me dit, vas-y, mais moi, je te publie, il est super ton projet de bouquin. Et moi, je me suis dit, mais elle est folle. Mais elle est folle, elle me connaît pas, enfin, pourquoi elle fait ça et tout. Et cette pensée-là, elle est revenue de façon récurrente, donc je pense qu'après, c'est aussi des phases et tout, mais où j'ai pu, à certains moments, quand les gens me faisaient des retours positifs sur le livre, me dire, c'est juste parce qu'ils ont envie d'être sympas avec moi. Mais quand bien même, ils ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, et plus aucun intérêt à être sympa avec moi. Donc c'est un truc vraiment... Moi, ma réaction, c'est quand ça arrive, c'est je me remets au travail. Parce que c'est là que je trouve ma légitimité. C'est si je sais que je bosse, si je sais que je continue d'être dans une posture de travail, je ne me repose pas sur mes lauriers, c'est là que j'arrive à répondre à ce sentiment d'illégitimité, quoi. Et j'ai bien conscience là-dedans que je pense qu'il y a un truc de socialisation genrée très fort. C'est clair que à plein de moments, ça m'est arrivé de me dire oh, ça serait tellement plus simple si j'avais été socialisée comme un mec, et que je me sentais tout à fait légitime partout à parler de tout et n'importe quoi. Et voilà. Mais c'est pas le cas. Je pense que c'est...
enfin, c'est hyper symbolique de ce travail de déconstruction justement qu'il y a vis-à-vis aussi de ces réalités un peu genrées, dans le sens où je pense vraiment que ce besoin de devoir prouver qu'on a une certaine légitimité, c'est lié à des questions de genre. Donc merci beaucoup Juliette pour ça. Je vais passer à la prochaine question. C'est une question de Emma. Elle m'a écrit: Je suis fraîchement diplômée en journalisme. Je me suis vue refuser certaines de mes candidatures après avoir postulé dans des médias généralistes car j'étais, je cite, trop engagée. Elle écrit pour un média féministe. Que leur répondre? J'ai envie d'intégrer davantage les femmes dans les rédactions généralistes et également les sujets. Comment faire en tant que journaliste? Comment évoluez-vous? Inscrivez-vous dans cet environnement. Bah, moi, j'ai envie de lui répondre que malheureusement, tout engagement est coûteux. Moi, je sais très bien qu'en étant engagée de manière aussi visible, ça me coûte des opportunités. Et que si j'écris pour la presse étrangère, c'est pas parce que j'adore le monde, c'est parce qu'il y a des choses que je peux dire plus facilement à l'étranger qu'en France. Et que, voilà, moi, je sais très bien qu'il y a des endroits où je ne suis pas bienvenue, encore aujourd'hui, et des rédactions, etc., parce que mes engagements sont problématiques. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que j'aurais pu adopter une posture peut-être avec des engagements moins explicites. Ça m'aurait permis sans doute d'avoir un ancrage différent. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir eu un engagement aussi visible, après c'est vrai que j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je suis rentrée dans le journalisme par la grande porte et je pense que mon parcours n'est pas vraiment un cas très typique. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment pour être très simple, c'est que l'engagement va te coûter quelque chose. C'est-à-dire que parce que tu peux pas contester un système sans que les gens qui vivent confortablement dans ce système ne te le fassent payer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire parce que soit tu les places face à leur situation, soit tu places la rédaction qui est peut-être d'un journal, etc. Enfin, en tout cas, la rédaction et le média dans sa position qui ne veut pas forcément interroger. Donc, c'est difficile autrement. Merci beaucoup. Juliette, Après, si tu as ce que je veux quelque dire, chose c'est à que ajouter, je veux juste ajouter une petite chose, pardon, pas de souci. c'est que c'est quand même en train d'évoluer. Je veux dire, le fait que, par exemple, Mediapart ait nommé Lénaïque Brédou comme gender editor, donc qui est vraiment une journaliste. C'est une journaliste, une femme, qui est aussi engagée, en tout cas dans ses papiers, qui a couvert beaucoup de sujets féministes, qui aujourd'hui est en charge de superviser, du point de vue de la rédaction, le fait que les textes soient en conformité avec le respect des droits des femmes. C'est quand même un mouvement et j'ai l'impression quand même que les rédactions sont plus ouvertes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc cette position que tu as aujourd'hui comme journaliste et sensible aux féministes, elle est sans doute plus facile à défendre aujourd'hui qu'autrefois. Donc j'ai l'impression que quand même le temps te donnera raison, même si l'optimisme peut être trop modéré parce qu'il y a un backlash assez vénère, mais voilà. Merci. Juliette, je te laisse la parole, si tu as quelque Euh, chose à ajouter. Non, ouais, enfin si, mais moi, en tant que journaliste, je ne suis pas du tout là, une journaliste de l'envergure de Rokhaya. Moi, j'écris pour un média qui est considéré comme militant sur des sujets que je choisis et j'en vis pas. Mais je vis pas, enfin, je veux dire, j'ai fait des choix dans ma vie qui me permettent de faire quasiment uniquement des choses qui me plaisent, mais qui sont des choix qui, du coup, ont des implications matérielles. Et une des solutions dans ma vie, ça a été la mise en commun de l'habitat, de tout un tas de ressources avec des gens qui me permettent ça. Donc clairement, du point de vue du journalisme, par exemple, en discussion avec des collègues et avec des gens qui se sont formés en même temps que moi, j'ai pas du tout une ambition de rentrer dans l'espace média mainstream parce que, d'une part, parce que à la différence de Rokhaya, je pense que j'aurais pas nécessairement grand-chose à y dire. Et par ailleurs, parce que je suis assez convaincue que j'ai envie d'alimenter certains espaces qui sont des espaces qui sont assumément militants, dans lesquels je vais avoir une liberté d'écrire sur des sujets, mais ça implique par exemple que c'est beaucoup moins visible. En termes de rapport de force, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, quand j'écris sur l'affaire Babacar Gaye, en fait, si j'écris dans Basta, c'est sûr que Bastama, qui est le journal pour lequel j'écris, c'est sûr qu'en fait la visibilité elle est moindre et de fait pour la famille, c'est pas aussi bien que si j'écrivais dans un grand média. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu très fort, pas seulement sur la question du journalisme, mais on pourrait le dire aussi de l'édition, on pourrait le dire de tout un tas de choses, et auxquelles on répond assez faiblement aujourd'hui.
mais qui serait un enjeu d'avoir nos propres structures, en fait. Alors, il y a des tentatives de part et d'autre. Je pense notamment, par exemple, à Déferlante, qui est une revue féministe portée par des journalistes femmes qui apparaît. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive vraiment à multiplier ça, c'est-à-dire avoir notamment ce qu'on appelle une économie féministe, mais qui serait aussi une économie, je ne sais pas, peut-être une économie non blanche. En tout cas, d'avoir une autonomie matérielle dans la production et la diffusion de nos idées. Ce qui ne veut pas dire délaisser les espaces mainstream, mais en fait, je pense que c'est tous ces espaces-là qu'il faut investir et que de ce point de vue-là, oui, ça implique, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, Rokhaya, ça a un coût en fait d'assumer, de pouvoir défendre nos idées et aussi, je pense, d'assumer d'être journaliste, mais aussi on peut être des bonnes journalistes tout en étant par ailleurs des militantes, tout en étant par ailleurs des personnes qui ne sont pas dans cette espèce d'idée de la neutralité qui n'existe pas, mais qui sont des personnes qui défendent en fait une vision politique de la société. Merci beaucoup, Julia. C'est tout à fait vrai. D'une certaine manière, la complicité, ce qui est complexe dans l'engagement militant, c'est que même durant la lutte, on est toujours soumis aux structures oppressives contre lesquelles on se bat d'une certaine manière, ce qui rend ça plus difficile. Je vais passer à la prochaine question, qui est une question de Stéphanie. Stéphanie demande, donc si vous étiez en charge du ministère, en charge de l'égalité des genres, des chances et à la diversité, ou conseillère, quels seraient vos points d'action ou d'attention? Pour moi, la question, c'est dans quel gouvernement, quoi. Si on est dans le gouvernement de Jean Castex, je pense que c'est déjà un renoncement. Enfin, il ne va rien se passer, en fait. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est dans un gouvernement qui défend, parce que ce qui compte aussi, c'est le ministère de l'économie, c'est le Premier ministre, c'est tout un tas de choix politiques, le ministère de l'éducation. Donc, si on est c'est-à-dire si on est ministre des droits des femmes et que le ministre de l'éducation dit qu'il faut aller à l'école en tenue républicaine, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire en fait contre un ministre qui a un tel poids dans le gouvernement et nous qui sommes en charge d'un ministère qui a si peu de moyens, c'est-à-dire avec la meilleure des volontés, avec le discours le plus structuré. C'est compliqué. Donc, pour moi, la question, elle ne se pose pas tant au niveau des ministres de manière individuelle qu'au niveau du choix du président et du choix du gouvernement et du choix de la majorité à l'Assemblée et de toute l'incidence que ça a sur les dispositions légales qui sont prises et sur les dispositions aussi réglementaires qui sont prises. Et ça ne se joue pas à un ministère. Clairement, c'est au niveau vraiment du choix qu'on va faire en 2022, même si j'ai l'impression qu'on n'a pas un embarras du choix dingue. Mais voilà, c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que là, c'est quand je réfléchis, je ne sais pas trop si parmi les gens qui vont se présenter, il y a des gens qui sont vraiment de nature à vraiment transformer les choses sur un plan de l'égalité femmes-hommes, mais je n'ai pas du tout de confiance, en tout cas dans le gouvernement actuel, de foi dans le fait qu'une personne, un ministère de l'égalité femmes-hommes puisse observer, hein. Parce que la question de l'égalité économique, c'est une question qui affecte aussi les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place un droit du travail qui fragilise les travailleurs et les travailleuses sur le marché du travail, on sait très bien que les personnes qui se voient imposer le plus facilement des temps partiels imposés, des salaires moindres, ce sont les femmes. Donc, ça se joue à ce niveau-là aussi. Ça ne se joue pas uniquement avec un ministère qui est labellisé femmes-hommes. Ça se joue au niveau de l'éducation, ça se joue au niveau de l'économie. Et là, c'est ce ministère-là qu'il faudrait avoir. Et donc, ça veut dire décider au niveau du Premier ministre, au niveau du président de la République. La présidente peut-être, mais bon, comme quand je sais qui est la seule femme qui a des chances en 2022, je ne suis pas sûre de souhaiter qu'il y ait une femme à la tête de la France dans l'immédiat, quoi. Merci beaucoup. Juliette, peut-être si tu veux. J'ai pas grand chose à rajouter non plus, je suis d'accord avec ça. J'avoue que la question me laisse un peu. Moi, j'ai du mal à m'imaginer par ailleurs dans ce type de posture. Et je pense assez peu à la politique institutionnelle parce que c'est pas du tout mon histoire de lutte, etc. Donc, j'ai pas non plus énormément de billes. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, en fait, je pensais, en t'écoutant Rokhaya, je pensais à une citation d'une militante kurde qui m'a fait vachement de bien au moment où je l'ai entendue. En gros, elle disait, en fait, elle parlait de la révolution Rojava et elle disait, en fait, le féminisme, pour nous, c'est pas un objectif. Pour nous, le féminisme, c'est un processus et c'est une façon de lutter. Et du coup, je pense qu'on pourrait dire la même chose de la politique institutionnelle. Et pour moi, ça renvoie à ce que tu disais, c'est-à-dire le féminisme, ça peut pas être cantonné à un ministère.
à qui on donnerait une enveloppe, mais qui serait déconnecté du reste. En vérité, tant que ça sera ça, en fait, ça ne fonctionnera pas, quoi. Et par ailleurs, oui, c'est immédiatement lié aux questions économiques, c'est lié aux questions de santé, c'est lié aux questions de comment est-ce qu'on peut mener des politiques dans un État militarisé. Donc, c'est lié à la police en France, à tout ça. C'est impossible de penser le féminisme en dehors de tout ça. Et donc, effectivement, tant qu'on aura des femmes, nommément des féministes blanches institutionnelles pour prétendre que pour prendre ces postes-là et puis faire comme si elles allaient y faire quelque chose. Peut-être, sûrement, elles croient qu'elles y font quelque chose, mais ça n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Je vais juste ajouter une petite chose avec ce que tu dis. Je suis vraiment complètement d'accord avec toi aussi dans l'idée que même le fonctionnement institutionnel est aussi conditionné à des critères qui sont patriarcaux. C'est-à-dire que le fait que la Ve République quand même, la personne qui est à l'origine de la Ve République, c'est quand même un militaire beaucoup considèrent qu'il a fait un coup d'État, en tout cas à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la Ve République et ce qu'a fait De Gaulle, c'est un coup d'État. Donc, avec vraiment une forme de politique extrêmement personnalisée sur l'image d'un homme, puisque c'est comme ça que ça avait été conçu sur mesure, je pense que c'est même pas adapté en fait à l'idée de faire émerger une structure de pouvoir qui soit favorable aux femmes. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Vu qu'on a abordé cette question, j'aimerais aussi faire une petite minute, un petit coucou à Sarah Schlitz, qui est la secrétaire d'État à l'égalité des chances de genre et de l'inclusivité, qui est aujourd'hui ici avec nous. Merci. Bonjour à toi, Sarah, et merci beaucoup de nous regarder et d'être présent avec nous aujourd'hui. J'ai une autre question qui vient encore une fois, une autre question de Diane. Je vais vous la lire. Diane, vous parliez au début des problématiques que peut susciter le besoin d'espace avec une non-mixité choisie. Comment aborder d'une manière bienveillante le fait de vouloir organiser un espace de parole dans un environnement non mixte et choisi? Comment faire comprendre à l'autre qui se sent discriminés que le choix n'est pas contre lui, mais avec lui, même si pour ce moment-là, la personne n'est pas invitée? Je trouve que ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est bienveillant envers qui? C'est-à-dire que si soi-même on est victime d'une exclusion, d'une forme d'exclusion oppressive, est-ce que notre rôle, c'est encore une fois de faire comprendre gentiment à une personne qui ne vit pas la même chose que nous, qu'on va se réunir avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous? Enfin, c'est une charge énorme, quoi. Donc, pourquoi ce serait à nous pourquoi cette personne en fait ne comprend pas? Moi, je fais souvent le parallèle avec la question des alcooliques anonymes. On comprend bien que l'alcoolisme, c'est une maladie qui est stigmatisée socialement et que si on ne la vit pas, en fait, c'est très difficile de comprendre ce par quoi passent les personnes qui sont en situation d'alcoolisme. Donc, que les alcooliques anonymes se réunissent de manière stricte entre personnes alcooliques, on comprend très bien. Et je veux dire, c'est comme si moi, je n'étais pas alcoolique et je disais, mais explique-moi pourquoi je me sens exclue, c'est horrible. Prends du temps au lieu de soigner ta maladie, prends du temps pour m'expliquer et me mettre à l'aise sur le fait que c'est pas personnel contre moi, mais c'est vraiment parce que c'est important pour vous, alcooliques, de vous réunir entre vous. Je trouve que c'est tellement indécent, en fait, que enfin, moi, si je fais ça à quelqu'un, un ami qui est alcoolique, je trouve que je ne suis pas son ami, en fait. C'est juste que je suis tellement centrée sur moi que je ne vois pas son besoin, mais que je suis plus sensible au fait que oh mon Dieu, c'est horrible. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas? Et si tu fais des trucs avec des gens qui te ressemblent, c'est parce que tu m'aimes pas, parce que c'est moi qui suis importante, en fait, et pas toi, ce que tu vis et ton expérience. Donc, je trouve que c'est très déplacé, en fait. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment la notion de l'autonomie politique, et l'autonomie politique, elle ne se négocie pas, en fait. Elle se prend. Du coup, avec la question de l'autonomie politique, il y a aussi la question du rapport de force. C'est-à-dire, en fait, oui, si les espaces de non-mixité ou de mixité choisie, c'est des espaces de personnes qui vivent une forme de domination et qui, à l'exclusion de personnes qui produisent, qui bénéficient de cette domination. Et du coup, en fait, à un moment donné, je ne sais pas comment dire, mais moi, je suis toujours perplexe même si je pense que c'est un trait assez commun à des personnes qui peut-être commencent à militer, mais je suis toujours perplexe, par exemple, sur la question du sexisme, mais ça peut se porter sur toutes les formes de domination, quand je vois des femmes qui ont l'impression que le changement, qu'on va réussir à défaire le patriarcat, sans jamais heurter les sentiments des hommes, et qui même s'organisent de façon à ce que vraiment les hommes se sentent bien de bout en bout. C'est pas possible, en fait. Il y a un moment donné, ça va être désagréable. Et du coup, le plus tôt on arrive à l'acter, le mieux on s'en sort. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'on ne peut pas négocier la possibilité que ces espaces aient lieu. C'est pas négociable. Ça ne peut pas être que si les gens qui n'en sont pas se sentent bien. C'est pas possible. Et si on se trouve face à des gens qui disent bah moi ça me met trop mal, du coup j'ai pas envie de te soutenir, bah c'est pas des, en l'occurrence c'est pas des complices, quoi.
Ouais, et puis surtout, on se demande, est-ce que les hommes déploient autant d'énergie pour qu'on soit à l'aise, nous? Enfin, c'est-à-dire que je comprends pas, en fait, pourquoi c'est nous qui devons déployer l'énergie pour qu'eux soient à l'aise, alors que la société est organisée pour qu'ils soient à l'aise tout le temps. C'est très curieux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on doit, créer une espèce de prolongement de ce qu'est déjà la société, qui leur est complètement favorable et qui est structurée autour de leur confort et autour du fait qu'ils n'ont pas à interroger leurs conditions. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Juliette. Bah oui, c'est pas agréable, en fait, de se penser comme dominant. Mais c'est pas non plus, mortel, quoi. Donc oui, bah, c'est désagréable, mais comme c'est un processus, on passe par cette phase-là, et puis à bout d'un moment, on s'habitue à s'interroger et puis c'est tout, quoi, et généralement, on survit. Merci beaucoup. Je vais juste conclure ici avec une dernière question qui est pour Juliette, un peu moins connectée au sujet dont on parlait. Donc, une question d'Arthur qui demande: comment, Juliette, continues-tu à militer ou pas sur le sujet de la Palestine, et comment réponds-tu aux personnes qui t'accusent d'antisémitisme? Wow, c'est compliqué comme question. Moi, j'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit dans mon livre que je questionnais je questionnais le fait d'être allée en Palestine pour parler de colonialisme, comme si en France, il n'y avait pas, en tant que Française, il n'y avait pas plein d'autres endroits qui concernaient directement le colonialisme de la France. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment une éducation propre à l'extrême gauche française qui consiste à ne regarder que le colonialisme d'Israël et qui est un vrai problème. Euh, il se trouve que par ailleurs, je suis avec une personne qui est juive et du coup, ma fille est juive aussi, donc c'est des questions qui me traversent. La façon dont je continue à être en lutte avec la Palestine, c'est être en lutte, c'est d'ailleurs, je ne suis pas en lutte, mais en tout cas, disons que j'ai des relations de complicité avec des militants et des militantes palestiniens, palestiniennes. Maintenant, quant à la façon dont, dont se pose cette lutte aujourd'hui, bah, il y a beaucoup plus de choses qui me posent question. Y compris, je pense que, sans vouloir rentrer dans un débat qui, je pense, est compliqué, du coup, je ne crois pas qu'on l'aura maintenant, mais en tout cas, il y a vraiment un truc problématique dans le fait qu'une partie des Blancs d'extrême gauche, il y a presque un processus je ne sais pas comment dire, de colorisation qui consiste à dire je suis solidaire de la Palestine sans jamais regarder l'histoire coloniale de son propre pays et qui, à mon avis, est vraiment problématique et ne sert pas, en fait, la cause palestinienne, in fine. Du coup, je pense que là-dessus, il y a quelque chose que moi, j'ai fini par questionner et qui, du coup, m'a fait aller à rebours un petit peu de mon héritage politique en tant que personne qui s'est construite dans son identité politique dans l'extrême gauche blanche, quoi. Merci. C'était la dernière question qu'on avait, ce qui clôture cette conférence, ce webinaire euh, sur le mouvement La Vague féministe. Est-ce que vous auriez un mot de conclusion à nous donner? Je vous remercie pour cette invitation. C'était un plaisir, de pouvoir échanger avec vous, avec Juliette Rousseau. Enfin, on n'avait jamais, échangé, directement sous cette forme, donc c'était l'occasion. Je remercie aussi Sarah Shields de nous avoir joints et d'avoir aussi participé à la conversation, à travers, la fenêtre de chat, et vraiment merci beaucoup d'avoir organisé ça. Je trouve que le débat était vraiment de très haute tenue. C'est super intéressant d'avoir ce genre d'échange et puis aussi transfrontalier, le fait que ce soit, voilà, d'un pays à l'autre. C'est aussi important parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup les États-Unis qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on se regarde moins entre Européens, alors qu'on a quand même, bah, tout à l'heure, tu évoquais la question de la colonisation, Juliette, bah oui, enfin, on est citoyens et citoyennes d'anciennes puissances coloniales, de pays parfois qui étaient voisins, donc ou qui ont été successivement colonisés par nos pays respectifs. Donc voilà, je trouve que c'est important. Et pour la question du féminisme, de la même manière, on regarde beaucoup ce qui s'est passé aux États-Unis, alors qu'on aurait peut-être intérêt aussi à regarder ce qui se passe dans nos pays voisins. Donc je vous remercie d'avoir permis ce dialogue, donc j'espère qu'il est une première étape dans quelque chose de plus de construit plus profondément. Oui, mais pareillement, j'ai trouvé que c'était un super débat. Je vous remercie pour l'invitation. J'étais très contente d'échanger avec toi, Rokaya. Et du coup, pareil, je trouve que c'était très riche. Moi, je trouve que il faut et pour le coup, par ailleurs, je trouve que c'est un geste féministe, mais il faut qu'on encourage les débats où on se pose des questions sur nos pratiques, concrètement, comment on fait avec les idées qu'on défend. Et où, voilà, à côté des idées, il y a qu'est-ce qu'on fait vraiment de nos façons de lutter. Et je trouve que c'est vraiment super de pouvoir se poser les choses comme ça, de façon assez tranquille
dans l'humilité, c'est vraiment, pour moi, c'est une posture qui est vraiment hyper importante. Et par ailleurs, je trouve que, je ne sais pas si la Belgique a été épargnée de ce côté chauvin et universaliste des Français, mais je trouve qu'en Belgique, il y a cette culture de lutte beaucoup plus réflexive, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, merci à vous pour ça. Avec Chloé, on va clôturer non seulement cet atelier, mais surtout le week-end Berta Cáceres, donc en hommage à cette militante qui s'est battue pour les droits humains. D'abord, avant que j'oublie, je voulais te dire, Rokhaya, que tu as un bonjour chaleureux de Zakia Katabi qu'on recevait hier. Et effectivement, on a beaucoup parlé de Sarah Schlitz, mais on voulait redire une fois de plus qu'on est totalement derrière elle pour que dans ces secteurs et de manière transversale, elle fasse bouger les choses parce qu'elle en a les capacités, elle en a la légitimité de par son score électoral important et de par l'importance aussi numérique d'écolo. Juliette, on a été particulièrement heureux de te recevoir aussi parce que ton livre a beaucoup inspiré les militants et les militantes d'écologie et particulièrement le groupe féministe qui s'appelle le Self Love Gang et qui essaye d'impulser ces réflexions sur les rapports de domination au sein d'écologie. Et ça a été un plaisir de te recevoir et on a bien pris note qu'on pourrait vous réinviter ultérieurement. De manière générale, par rapport au débat, par rapport au week-end, avant de laisser la parole à Chloé, effectivement, je pense que c'était très pertinent de parler du rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique, vu qu'il nous reste 10 ans pour agir et il va falloir se bouger et combattre une série de lobbies. C'était aussi très intéressant de parler de nos idées reçues sur l'économie, étant donné que ça reste un frein pour transformer structurellement la société. Et puis, on a été très contents ce matin de parler d'ubérisation, vu que ces nouveaux visages du capitalisme de plateforme impactent tous les secteurs du travail. Et donc, merci à toutes et tous ceux qui ont suivi un atelier ou plusieurs et qui ont pris part au débat, qui ont posé les questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Chloé. Merci Arthur, et puis merci, un grand merci à Rokhaya, Juliette et Marie pour cet atelier. C'était super inspirant. Je suis un peu émue parce que c'est vraiment spécial pour moi de finir ce week-end sur cet atelier-là qui comptait deux des personnes que je trouvais les plus inspirantes en ce moment. Voilà. Je suis un peu émue aussi parce que c'est une des dernières grandes activités qu'on fera avec Arthur dans le cadre de notre mandat de coprésidence. Ça a été 2 ans assez incroyables. Ça n'a pas toujours été facile, on ne va pas se mentir. Notre deuxième année de coprésidence a été un peu mutilée, on va dire, par le Covid. Je sais aussi que ça a été et ça va continuer à être extrêmement difficile pour l'équipe salariée d'écologie qui travaille et qui voit beaucoup d'événements soit être annulés, soit être comme celui-ci transformés. Et du coup, je voulais dire un énorme du fond du cœur merci, particulièrement à Sophie, mais à l'ensemble de l'équipe. En général, vous êtes incroyables, vous êtes résilients, vous êtes bienveillants, vous êtes merveilleux. Et voilà. Et si vous voulez vous impliquer, si vous êtes jeune et que vous nous regardez, si vous avez entre 15 et 35 ans, vous êtes les bienvenus à Écologie. C'est vraiment pas facile en ces temps sanitaires de ne pas pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les jeunes et les rallier à nos causes. Et heureusement qu'on a Internet et Zoom et pouvoir continuer à faire tout ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et peut-être un jour sur TikTok, on y réfléchit. Et donc là, je vais relaisser la parole à MJ pour finir pour de bon. Et encore une fois, un grand merci à tous et à toutes pour ce week-end. Oui, donc merci beaucoup aux intervenants, merci à Juliette, merci à Rokhaya. Je pense que c'était un débat très riche et intéressant pour tout le monde. Et j'encourage tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à continuer cette réflexion, à continuer sur le chemin de la déconstruction. Vous avez apporté des points super intéressants, je pense, pour les personnes qui désirent faire cette réflexion personnelle. Donc merci. Merci aux coprésidentes Chloé et Arthur. Merci à l'équipe. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et peut-être à bientôt pour d'autres aventure avec écologie. Merci. Merci. Merci.